Messieurs, dames, pour ceux qui ont l'habitude sur Twitch, aujourd'hui, nous allons faire un woufoufou. Tournoi, Coupe du Monde traditionnel. Un site génère automatiquement des 32e, 16e, 8e, quart, demi, finale. L'objectif, c'est à chaque fois, aléatoirement, des personnages ici s'affrontent. Exemple, le Caïd contre Luke Cage, au hasard. Série Marvel Netflix, on est là pour parler des séries Marvel Netflix, des personnages de séries Marvel Netflix et Born Again, puisqu'on va inclure quand même Born Again dans l'équation, étant donné que ça a raccroché les wagons avec les séries Marvel Netflix. Il y a deux personnages de Born Again que je trouve intéressants, donc je les ai mis ici pour le développement. Tournoi, donc, Coupe du Monde. La question est simple. Va-t-on avoir au premier tour, puisque c'est possible, c'est aléatoire, Frank Castle contre Matt Murdock, et au bout de combien de temps allons-nous balancer notre clavier sur la télé? C'est la question évidemment qu'on va se poser aujourd'hui, puisque vous le savez, les oufoufous en général nous mettent dans des situations diaboliques. Ce sera l'occasion évidemment de faire une petite, parce que le but n'est pas non plus que le live dure 3 heures, mais une petite analyse des personnages, une petite rétrospective des personnages, qui sont donc mes 32 personnages favoris. Et c'est le premier point sur lequel j'ai envie de revenir. Effectivement, on va parler de mes 32 personnages favoris, mes 32 personnages favoris donc de Marvel Netflix, ce qui veut donc dire que certains, peut-être plus importants que d'autres, ne seront pourtant pas dans ce tournoi aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que ça peut être des personnages que j'apprécie que très modérément. L'agent Madani, par exemple, dans la série sur le Punisher, c'est toujours un personnage que j'ai trouvé assez creux dans le jeu en tant qu'actrice et par moments détestable et qui ne m'a jamais particulièrement marqué. Donc effectivement, elle n'est pas dans mes 32 personnages favoris qu'on pourra retrouver ici. J'aime beaucoup la série Luke Cage. Vous allez effectivement retrouver pas mal de personnages de la série Luke Cage, puisqu'il y en a que je trouvais vraiment excellents dans ce qu'ils ont proposé, que ce soit sur du court terme comme Cottonmouth, que ce soit un petit peu plus long comme Maria ou Shades, évidemment, qui n'est autre qu'un acteur que j'aime infiniment, Theo Rossi, que vous pouvez retrouver dans dans The Penguin, série sur le pingouin adaptée de l'univers The Batman, que vous pouvez retrouver évidemment aussi en tant que Juice dans Sons of Anarchy, j'en passe et des meilleurs. C'est l'occasion de parler un petit peu de ces personnages-là, autrement évidemment que dans une tier list, puisque des tier lists, on en a déjà fait pas mal, et puis de se prendre un peu la tête selon les différents tournois qu'il va y avoir. Et on va commencer, messieurs, dames, tout de suite, évidemment, avec, attention, un premier duel que je qualifierais pas de duel au sommet, hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est plutôt dans un duel de second couteau. Danny Rand, a.k.a. Iron Fist, contre Ben Urich, évidemment, le journaliste phare de Daredevil, qui d'ailleurs voit sa fille arriver dans Born Again, faire du journalisme aussi, effectivement, d'investigation de rue, etc., sur Internet, là où lui travaillait directement en version papier. L'homme qui a notamment, on va pas dire protégé, mais qui a eu une grande influence sur Karen Page, et qui est un personnage indispensable et indiscutable de l'univers de Daredevil. Que ce soit au niveau même du film avec Ben Affleck, où il avait un rôle important, hein, Ben Urich, que ce soit dans les comics, ou que ce soit évidemment dans la série, Ben Urich est un personnage extrêmement important, humain, vrai, qui aime profondément New York, et ça me plaît beaucoup aussi. On sent que c'est quelqu'un qui aime New York, qui aime les New-Yorkais, qui aime la justice, et qui tend à faire en sorte que la justice puisse aussi se voir, se ressentir et se lire dans les journaux et lutter pour le vrai. Chose que Karen Page fait aussi évidemment assez régulièrement, que ce soit par son travail ou même par la suite, effectivement, dès qu'elle pourra croiser la route de Ben, etc. C'est un personnage qui est très important. À côté, on a Danny Rand pour être. Alors, j'ai vraiment deux visions du personnage. Il y a le Danny Rand assez détestable, faut quand même être honnête, hein, du personnage qu'on a pu avoir, notamment dans Iron Fist et un peu dans les Defenders, dans les premiers épisodes, assez arrogant, mais pas dans le bon sens du terme. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les personnages arrogants, mais sans réelle profondeur. Faut dire qu'en même temps, il n'a pas été aidé parce que la série Iron Fist. Il y a des gens ici qui ont vu la série Iron Fist. C'est pas. Hein. Bon. Quand tu compares au reste, déjà, c'est en dessous, mais même en règle générale, Iron Fist, ça commençait à sentir la fin, hein. C'est pas d'un level extraordinaire, c'est loin d'être la meilleure. Peut-on même dire que c'est la pire? Moi, j'ai tendance à dire que oui, hein, parce que Luke Cage, vous savez que j'ai adoré. Jessica Jones,
Mais la première saison de Jessica Jones est excellente. Voilà, comme dirait Léo, c'est assez insignifiant. Nonobstant, qui plus outre et non des moindres, pour revenir sur cette expression que j'aime beaucoup, Danny Rand, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, c'est son duo avec Luke Cage, qui est pas anodin puisqu'ils feront les héros alloués. Enfin, une série était prévue pour qu'ils fassent les super-héros alloués, qui est basée d'un comics où Luke Cage et Iron Fist font équipe en binôme. J'aime bien le duo qu'il a avec Luke Cage, notamment dans la deuxième saison de Luke Cage, je crois, où il y a un épisode où il me semble que Iron Fist vient. Et j'aime beaucoup leur duo. Et je trouve que l'empathie, la sympathie qu'on peut avoir pour Danny Rand arrive au moment où justement il y a ce duo qui va se créer avec Luke Cage. Là où par exemple c'est vrai que vis-à-vis des autres, que ce soit Jessica Jones mais qui est un peu en dehors de tout, ou Daredevil où tu as un combat de coq assez régulier entre les deux, que ce soit notamment dans les Defenders pour le coup, je suis pas particulièrement fan. Moi je trouve que j'ai une belle empathie et le personnage gagne en profondeur et en saveur à partir du moment où il est aux côtés de Luke Cage. Et c'est pas étonnant, puisqu'effectivement, les deux dans les comics sont quand même une plus-value. Mon opinion impopulaire, je préfère les deux saisons d'Iron Fist aux deux dernières saisons de Jessica Jones. Après, Jessica Jones, saison 2 et 3, c'est pas bien, mon Sean. Moi, la deuxième saison de Jessica Jones, j'ai pas aimé du tout. J'ai commencé la saison 3, j'ai même pas continué parce que vraiment, j'étais plus dedans. Mais faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Je pense que ça a été très largement bradé. Euh, Toutes les séries étaient annulées les unes après les autres. Je crois que c'est Daredevil saison 3 ou le Punisher qui a clôturé le truc, mais les séries étaient toutes annulées. Voilà, on a même fini par annuler Daredevil en dernier parce que Netflix, du coup, ne travaillait plus dessus, alors qu'on aurait pu attendre beaucoup plus. Faut savoir que Daredevil terminait sur un cliffhanger, Luke Cage terminait sur un cliffhanger. Le Punisher, tu aurais largement pu faire une saison 3, il y avait beaucoup de matière. Donc je pense qu'à mon avis, en termes qualitatifs, ça a été pas mal bradé les dernières saisons. La saison 2 de Jessica Jones est pas, comment dire, elle est pas défendable, parce que c'était à une époque où c'était quand même relativement prime. La saison 3, je pense qu'elle a eu tendance à être un peu bradée. Personnellement, je vais voter Ben Urich parce que je le trouve beaucoup plus profond et humain. Et puis parce que les personnages de la série Daredevil sont naturellement beaucoup mieux écrits et travaillés que ceux d'Iron Fist. Mais j'ai quand même mis Danny Rand parce qu'effectivement, l'empathie que j'avais pour lui a commencé un peu à augmenter au fur et à mesure où on a travaillé l'étude de son personnage avec Luke Cage. Ah. Moi, je sais déjà pour qui je vais voter. Il n'y a même pas il y a même pas de débat possible. Jerry Hogarth ou Amy Bendix. Jerry Hogarth, évidemment, avocate présente dans Daredevil, les Defenders, Jessica Jones. Elle a travaillé avec Foggy, elle a beaucoup travaillé évidemment avec Jessica Jones aussi. J'aime beaucoup l'actrice Carrie Ann Moss, que je trouve naturellement douée pour à peu près tout type de rôle. Vous la regardez dans Matrix, vous pouvez ensuite la regarder dans Paranoia, vous terminez ensuite avec Jessica Jones ou autre, parce que je crois que c'est dans Jessica Jones qu'elle a eu le plus d'apparitions. Elle a été dans les Defenders, me semble-t-il aussi qu'elle a été dans Daredevil. Il faudrait que je revérifie. Mais ça a été un personnage assez marquant. Enfin, ce genre de personnage-là était un peu comme Karen Page ou Turk Barrett ou Claire Temple, évidemment. Rosario Dawson a gravité un petit peu autour de différentes séries. Très froide. Très très froide, un peu calculatrice, qui use un peu voilà, de son jeu de son côté un peu manipulatrice, charme, etc., pour opérer, que ce soit avec Foggy, Jessica, etc. C'est surtout, pour être tout à fait honnête, moi, le talent de Carrie Ann Moss qui fait que le personnage m'a parlé d'emblée, et aussi le fait que, étant donné que je connaissais l'actrice, j'ai eu tout de suite un intérêt naturel pour le personnage, puisque j'étais très curieux de savoir ce que Carrie Ann Moss allait faire dans un univers comme celui-là. Après, Amy Bendix, fille spirituelle du Punisher dans la saison 2, faut savoir que son personnage est issu de comics. Alors normalement, c'était, je crois, me semble-t-il, un comics de... je me souviens plus exactement le nom de l'auteur, mais c'était... La saison 2 est un peu adaptée, enfin une part de la saison 2 du Punisher est adaptée d'un comics où justement Frank Castle va aider, je crois, une ancienne ou une prostituée qui s'est fait martyriser, etc., machin, et il va se prendre d'affection pour elle parce qu'elle est naturellement humaine et attendrissante, etc., et il va aller se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal.
c'est inspiré très largement, parce que là, du coup, bon, bah, c'est vrai qu'il va la protéger aussi, il la trouve dans des situations difficiles, etc. Et puis, bah, toute la série va graviter un petit peu autour de lui, qui essaie de la protéger tant bien que mal. Moi, j'ai adoré le personnage de Amy, tout simplement parce que, déjà, l'écriture était hyper intéressante. On aide au développement de Frank Castle, qui va se retrouver... bah oui, une fille spirituelle telle qu'il aurait pu en avoir une si ses enfants étaient encore vivants. Donc la profondeur du personnage est d'autant plus intéressante. Et puis, euh, et puis, euh, et puis derrière, bah, l'actrice avec Berntal, les deux avaient une alchimie qui était naturelle et extrêmement intéressante. Que ce soit par moment dans les punchlines, que ce soit dans la violence, que ce soit dans le côté un peu audacieux, mais aussi beaucoup dans bah, l'émotion, l'air de rien, parce que la toute dernière scène avec John Berntal qui se laisse presque aller bah, dans les bras de cette gamine-là sur le quai de gare à lui dire que voilà, de temps en temps, bah, on rencontre des gens, et il a même pas le temps de finir sa phrase parce qu'elle sait très bien de ce qu'elle va lui dire et elle préfère lui faire un câlin parce que ça vaut mieux que 1000 mots, parce que c'est pas des gens qui ont l'habitude d'exprimer ce qu'ils ressentent. Il y a tellement de séquences qui sont touchantes et hyper tendres entre ces deux protagonistes-là, que ça en fait un duo inestimable. Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs duos de tout l'univers Marvel Netflix. Mais je fais partie de ces gens qui considèrent que la saison 2 du Punisher est excellente. Vraiment, hein. Il y en a beaucoup qui sont un peu hermétiques et qui préfèrent la première. C'est vrai que la première, c'est beaucoup plus autour de l'armée, les militaires, etc., le trauma post-guerre. Là, on est dans les actions du Punisher et puis dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'environnement de New York, beaucoup plus proche de la vengeance, Pilgrim, Rousseau, etc. L'envie de protection qu'il peut y avoir vis-à-vis de celle-là. Donc, beaucoup d'Américains trouvent fatigante. Peut-être parce que c'est une... je vais te dire, Sean, peut-être parce que c'est une femme qui se laisse pas faire et puis qui en a dans le calbar, tu vois. Et forcément, bah, tu sais, il y en a hein, qui sont un peu hermétiques à ça, à l'image de la femme forte, un peu badass. Mais encore qu'elle, elle avait beaucoup de fêlures. Elle faisait quelques conneries aussi. Hein. C'est ce qui la rendait touchante, humaine et puis crédible. C'était pas quelqu'un qui, à un moment donné, voilà, c'était pas une super héroïne. Par contre, elle travaillait brillamment Frank Castle. Et elle avait un côté très direct que peut-être effectivement les gens apprécient pas, mais que moi j'aimais beaucoup. Et puis j'aime bien l'actrice. Alors je me souviens plus du nom de l'actrice. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais euh, tac 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 tac. Euh, Attendez, c'est l'actrice, c'est la fille d'un acteur très connu, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, euh, interprété par Georgia Wingham, qui est l'acteur, la fille de l'acteur Chea Wingham, que certains vont très probablement reconnaître. Je vais vous le mettre si vous le voyez ici, là. Tac. Je sais pas si à la caméra vous pouvez le voir, mais c'était notamment un des acteurs importants du récent Kong Skull Island, qui a joué dans beaucoup de choses, hein, dans la saga Mission Impossible, il était dans Joker, il a joué aussi dans Fast and Furious, il me semble. Enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est sa fille. Et on voit le côté très authentique que les deux peuvent mettre évidemment dans leur rôle. Donc ça va voter Amy sans aucun problème. Match numéro 3, Muse contre Karen Page. Voilà l'un des deux protagonistes que j'ai mis quand même dans Daredevil Born Again. Parce que Muse, je pense qu'on va en réentendre parler, j'aime beaucoup l'antagoniste. Et j'ai hâte de voir ce que cet antagoniste-là peut faire avec la nouvelle équipe de scénaristes qu'il y aura pour les prochaines saisons, qui étaient les scénaristes des 2 ou 3 derniers épisodes de Born Again, là où ils avaient remonté le scénario, etc. Le procédé quand même de peindre avec, je crois, le sang de ses victimes ou des trucs comme ça est quand même assez violent. C'est un personnage qui est quand même hyper torturé. On le voit notamment dans le passage où il parle à la psy quand il est plus Muse, mais uniquement bah, son alter ego finalement de la vie de tous les jours. C'est un mec qui est profondément torturé, qui va pas bien dans sa tête tout le temps, qui est
qui est très 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 sombre, et l'idéologie derrière Muse, je la trouve hyper intéressante, et je trouve aussi que il apporte ce côté gothique, froid, glauque, presque sanguin, sans mauvais jeu de mots, hein, qui est hyper intéressant donc dans Born Again et que j'espère revoir. Derrière, on a Karen Page, bon, qui est l'un des personnages les plus importants de toute la série, donc la question est vite répondue. Deborah Ann Wall, hein, l'amour de ma vie. True Blood, Daredevil, Defenders, Punisher, ça continue, ça continue, ça continue. Comment ne pas aimer Karen Page? Enfin voilà, je sais qu'elle a aussi ses détracteurs et que certains la trouvent insupportable. C'est largement le personnage le plus humain de toute la série. Et encore, il y en a d'autres. Frank Castle aussi est profondément humain. C'est juste que lui, il a pas envie de le montrer. Et puis il est devenu vengeance et brutalité par rapport à des expériences vécues. Mais Karen Page, elle est formidable. Karen Page, elle est formidable dans l'humanité qu'elle véhicule, effectivement, Preach, dans l'univers qu'elle est capable de donner, dans la poésie aussi, parce que c'est quelqu'un qui est assez poétique, c'est la soupape de tous les personnages finalement. Qu'on parle de Matt Murdock, qu'on parle de Frank Castle, qu'on parle de tout ce qui va graviter finalement autour d'elle, un peu comme Claire, ces deux personnages, Preach, je sais pas ce que t'en penses, qui sont assez similaires. Alors Karen Page, elle est plus... Ah, tu me diras, Claire, elle l'est aussi. Mais je trouve que Claire et Karen, c'est un peu les deux visages d'une même pièce. Elles ont la même fonction vis-à-vis des autres protagonistes. L'écriture est beaucoup plus travaillée sur Karen, mais d'un autre côté, c'est un peu les soupapes de poésie, de tendresse et de la voix de la raison pour les gens avec qui elles sont proches. Ça va être Luke Cage, Castle et Murdoch en particulier. Muse, en termes d'écriture, faut encore creuser, mais en termes d'iconisation et de visuel, c'est du très bon. Karen a plus de matière. Ah oui, bien sûr. Ah bah là, entre les deux, Karen Page va passer le tour, évidemment. Mais Muse a beaucoup de potentiel. Muse je trouve, a beaucoup de potentiel. Hors sujet, Karen ou Jessica? J'adore les deux. Jessica. Jessica. J'aurais tendance pour Deborah Ann Wall à te dire Karen, mais en termes de personnalité et d'affection, je préfère Jessica. Ah, et Jessica, c'est typiquement moi, le genre de nana, je tombe accro en 10 minutes, hein. Genre Jessica Jones, mais c'est dans l'attitude. C'est dans l'attitude, c'est dans la personnalité, Moi, j'adore Jessica Jones. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte qu'elle revienne d'ailleurs dans Born Again. Mais Karen Page, c'est la tendresse. C'est la tendresse, c'est l'humanité, c'est la poésie, c'est la voix de la raison, de la sagesse et de l'humanité finalement pour des personnages qui par moments pensent ne plus en avoir aucune. Donc c'est un personnage qui est infiniment intéressant. Donc oui, oui, ça, je vais voter pour Karen. Mais Muse, comme tu dis, Preach, hein, Muse, visuellement, on l'a vu, c'était très intéressant à regarder. Dans la manière dont on peut creuser, pas l'antagoniste Muse, mais l'être humain derrière, je pense qu'il peut y avoir de très bonnes choses. Est-ce que c'est pas le premier vrai gros duel là? Alors après, moi, la question, elle est vite répondue, hein. Mais Billy Rousseau ou Foggy Ce Nelson? connard de Rousseau détient Un un PC PC israélien. Ce connard de Rousseau. Il me fait pas peur du tout. Je vais bien m'occuper de lui. Ah, c'est un beau face-à-face. Foggy Nelson, l'acolyte évidemment de Matt Murdock. Parfois la conscience de Matt Murdock, bon bah très 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 important dans le développement de la série Daredevil. Beaucoup d'humour, ça apporte aussi pas mal de temps en temps de touches d'humour, etc. Mais aussi beaucoup de courage et d'importance narrative dans l'évolution de Matt Murdock, mais aussi dans celle de Daredevil et puis dans toute la continuité évidemment de la série. Personnage qui est même plus à développer. D'un autre côté, Billy Rousseau, c'est là que j'ai découvert Ben Barnes. Quel acteur de malade. Ah, quel acteur de malade. Ben Barnes, c'est avec Billy Rousseau que je suis devenu assez fan du mec. Hein? Très 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 bien, bien. tu vas voir. Parce que moi, quand je ne parle pas, je suis Non, je, dangereux.
Ah, ce bon vieux Hervé. Hervé ne ferait une bouchée de ce bon vieux Billy Rousseau. Billy Rousseau, la transition vers Jigsaw aussi dans la saison 2, évidemment. Et alors, passer de frère finalement à rival. Moi, j'aurais toujours des séquences emblématiques. Hein, la scène où le Punisher va lui défigurer le visage. Son final très symbolique avec la musique Rooster d'Alice in Chains en fond, en acoustique. Où évidemment, bon, bah, tu mêles la musique de Rooster avec les paroles justement de Rooster. Trauma post-guerre, la guerre, etc. Le fait que Berntal ne lui laisse plus aucune chance. Une mort finalement tragique pour Billy Rousseau aussi, hein, même si c'est un véritable antagoniste. Et puis un personnage bourré de névrose dans la saison 2, alors que finalement, voilà, il était beau, charismatique, intelligent, il avait un avenir en or entre les mains dans la saison 1, on passe du tout au tout. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'il ne soit pas tant que ça défiguré, parce que c'est vrai que dans la saison 2, finalement, on le laisse quasi pour mort avec des bouts de verre partout dans la tronche, etc. Et c'est vrai que dans la saison 2, t'arrives et il a 4 balafres et c'est tout. Le fait est que moi, ce que j'ai aimé, c'est pas tant le visuel, c'est le fond. Le fond est que même s'il n'a que quelques balafres, c'est quelqu'un qui ne supporte plus de se regarder. Ça va décupler sa vendetta, ça va décupler sa violence, ça va décupler sa folie. Et c'est un mec qui va plus pouvoir se regarder en face parce que ça lui rappelle trop de trauma, etc. Et ça lui rappelle autant le dégoût et la haine qu'il a pour Castle, mais qu'il a pour lui-même. C'est pour ça que j'ai aimé qu'il prenne un masque. Je trouve que l'idée du masque, pour cacher tout ça, en termes d'écriture, était vachement plus intéressante que si c'était un mec qui était juste totalement défiguré, etc. Et puis que finalement, ça n'offrait pas de plus de matière que ce qu'ont fait déjà les comics ou, euh, ou, euh, ou même le film, hein, puisque le film Le Punisher, je crois que c'était Warzone, qui était le deuxième film Punisher. Le troisième, techniquement, si on compte celui avec Dolph Lundgren qui était sorti bien avant, avait un Jigsaw qui était quand même méconnaissable, et puis vraiment, lui, un antagoniste brut de décoffrage, défiguré et tout. Là, comme dit Léo, je trouve que c'est subtil. C'est Papy qui dirait ça. Hein. C'est subtil. C'est plus subtil que James Gunn déjà, pour être tout à fait honnête pour la private joke vis-à-vis de Papy. Mais oui, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus subtil et ça aide au trauma. Et puis finalement, toute la dualité qu'il y a entre Castle et Rousseau est géniale. Donc même si j'aime bien Foggy, pour moi Billy Rousseau, bah, c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup naturellement. Donc ça vote pour Billy Rousseau ici. Oh bâtard! Il est là le duel le plus... Ah les enculés! Non, non! Shades contre... Voilà, ça fait chier. Ça, moi, personnellement, ça me casse les couilles. Ah, j'adore les deux, frère. Les deux, c'est en quart de finale minimum, là. Les deux, c'est ton côté hipster. Non, mais c'est mon côté pur Harlem, tu vois. Genre, je kiffe de ouf. Mais parce que moi, la série Luke Cage, les gars, j'ai adoré, hein. Mais vraiment, hein. Donc, ah ouais, là, ça casse les couilles. Bah, d'un côté, Luke Cage, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La cool attitude par excellence, digne représentant de Harlem, personnage haut en couleur. Pour les femmes, il a la saveur de ces cafés noirs sucrés dont elle raffole. Voilà, ça il faut le dire aussi, hein, c'est la première phrase que tu entends dans la saison 2 de Luke Cage. Luke Cage, le frère numéro 1. Non, moi, c'est toute une culture que j'adore. Toute ma vie, j'aurai un manque de chat. Ah mais vraiment, hein, je suis dégoûté là. Non, c'est une culture que j'adore, celle de Luke Cage. C'est le hip-hop, c'est la photographie, c'est la série, c'est le côté très cool. Moi, Mike Colter, je trouve qu'il fait un super travail en Luke Cage. Pareil, le traitement qu'il a avec Claire est énorme. Il est très poétique. Son lien avec Misty aussi. J'aime beaucoup son duo avec Iron Fist. Le final de Luke Cage, où on se demande même s'il va peut-être pas devenir un antagoniste, parce que il y a quand même un poids à avoir sur les épaules, avec toujours c'était Notorious Big, mais c'est cette immense fresque avec Notorious Big et sa couronne de roi, qui vont succéder Cottonmouth, Maria, pour terminer avec Luke Cage, je crois, où tu te dis, voilà, ça devient le roi de Harlem, etc. Ah, il est très iconique. À l'instar de son plan hein, final et de son regard caméra, Luke Cage est très iconique. Maintenant, je suis dégoûté parce que Shades, moi j'adore. La classe absolue de Theo Rossi. Faut voir, hein, Juice dans Sons of, c'est pas pareil. Hein.
C'est pas pareil. Il lui arrive tellement de situations de merde et puis il est tellement influençable, Juice, dans Sons of, et il a tellement de galères et il a une fin qui est horrible finalement. Il est hyper vulnérable, voilà, c'est ça. Et Shades, c'est dans Luke Cage et la classe incarnée. Shades, en gros, c'est le bras droit qui va aider Cottonmouth et Maria, etc. Et qui va prendre un peu avec Maria par la suite le contrôle de Harlem et du. Je crois que c'est le King's Paradise, le nom du bar, qui va revenir à Luke Cage à la fin de la série d'ailleurs. Mais il a une classe naturelle, une prestance exceptionnelle, Shades, dans Luke Cage. Et très peu de texte, pas beaucoup de dialogue hein, finalement, très peu de texte, mais voilà, une aura, un charisme naturel. Et c'est vrai que c'est un duel pour moi qui est extrêmement compliqué parce que j'aime vraiment les deux, quoi. Ça, pour moi, c'est un quart de finale. C'est largement un quart de finale, hein. J'étais au Comic Con de Montréal, Théo Rossi, Mike Colter étaient ensemble dans les conventions, c'était très cool cette année. Ben, moi, j'adorerais, hein. Fun fact d'ailleurs, je sais pas comment ils font pour tomber dessus, parce que je me dis que t'es un mec comme Théo Rossi, t'as quand même joué dans l'Armée des Morts de Snyder, là t'es dans The Batman aussi, hein, Théo Rossi. Enfin, The Penguin, pardon, il est dans le Pingouin. Mais il pourrait potentiellement, des rumeurs circulent comme quoi il pourrait peut-être jouer l'épouvantail, donc c'est pour vous dire. Il a été dans Luke Cage, dans Sons of. C'est des mecs, pour moi, ils ont pas le temps, tu vois. Et il se trouve que j'ai envoyé un tweet récemment, quand je l'ai revu dans le Pingouin, en disant quel plaisir de revoir Théo Rossi, machin, etc. Dans cette série-là, moi je l'adore, tellement sous-coté, un acteur charismatique et tout. Il se trouve qu'il a répondu à mon tweet, genre avec l'emote du merci, tu sais, comme ça, là. Et il a même retweeté, liké, retweeté, et il a répondu à mon tweet. Et je me dis, putain, mais soit tu comprends le français, soit tu as fait Google Trad. Bon, ça c'est possible, ça traduit automatiquement. Mais comment t'en es arrivé à voir que je t'avais cité sur Twitter, sur 1 milliard de tweets ou de trucs ou de machin. Enfin bon, peut-être qu'il y en a qui, de temps en temps, bah, quand un épisode, moi j'imagine, hein, peut-être que lui, par exemple, bah, il y a un épisode qui sort, il est dedans, il va regarder sur Twitter s'il y a des gens qui ont parlé de sa prestation ou des choses comme ça. C'est possible. Mais j'ai été hyper touché. Je trouvais ça hyper cool, tu vois, que le mec prenne le temps de répondre et tout. Et bah, ça a l'air d'être un vrai bon gars. Et là, il a ce côté très classe, charismatique, froid, qui match à la perfection avec avec Maria, jouée par Alfred Woodard, qui est merveilleuse aussi dans Luke Cage. C'est c'est vraiment ouais, une représentation à la Harlem en mode gangster de comment s'appelaient ces deux personnages là, les deux hors-la-loi, vous savez, là, qu'on entend régulièrement, le couple de hors-la-loi. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Mais, euh, mais oui, t'as cette réflexion-là, et puis il est très utile aussi vis-à-vis de Cottonmouth, et Maria, et puis même les autres par la suite. Bonnie and Clyde, voilà, t'as un petit côté un peu Bonnie and Clyde que j'aime bien. Mais dans une version classy Harlem, tu vois. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est le premier duel très difficile parce que j'ai envie d'éliminer ni l'un ni l'autre là. Parce qu'on a déjà éliminé Iron Fist, hein. Alors, si on commence à virer tous les Defenders, je vais quand même voter Luke Cage parce que Luke Cage, c'est vrai qu'en plus il a été dans Jessica Jones. Enfin, je l'ai découvert moi dans. Ah, je l'ai. Ah, est-ce que je l'ai découvert dans Jessica Jones ou est-ce que j'avais regardé Luke Cage d'abord? Bonne question. Je pense que j'ai dû voir Jessica Jones après. Parce que Luke Cage, vu le thème, après Daredevil, c'est ce que j'ai dû regarder en premier. Mais allez, on va voter Luke Cage parce que c'est vrai que c'est iconique. Mais d'un autre côté, j'aurais très bien pu voter pour Shades. Et Shades, normalement, est en quart de finale, hein. C'est un de mes personnages préférés de tout Marvel Netflix. Gros duel, enfin beau duel encore. Peut-être pas gros duel, mais beau duel entre Micro
L'acolyte du Punisher dans la première saison. Et puis évidemment, Benjamin Poindexter, a.k.a. Bullseye, a.k.a. le tireur. Et je vais revenir sur Poindexter de base, parce que pour être tout à fait honnête, merci Daredevil d'avoir fait Born Again, rien que pour le plaisir d'avoir pu revoir l'acteur jouer Benjamin Poindexter et d'avoir une suite à ce personnage. On en serait resté à la fin de la saison 3 qui nous laissait prévoir quelque chose de vraiment cool sans jamais avoir l'opportunité d'avoir une saison suivante. Ça aurait été, je pense, étant donné la qualité du personnage de Poindexter dans la saison 3 et la qualité surtout de l'acteur qui passe par toutes les émotions dans cette série-là et qui est lui aussi bourré de névrose et hyper complexe malgré tout, ça aurait été vraiment dommage et triste de ne pas en voir plus. C'est vrai que Benjamin Poindexter est un très 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 grand personnage qu'on va attendre d'autant plus de pied ferme et avec lequel il y a beaucoup de rumeurs qui peuvent circuler. Il faut quand même savoir que il y a des rumeurs comme quoi Daredevil pourrait faire équipe avec Bullseye dans la lutte contre le Caïd, précisément parce que le Caïd va vouloir tuer tous les super-héros, mais super-héros ça peut aussi vouloir dire vilain et on serait peut-être même pas loin d'une coalition entre les deux. Moi ce qui m'étonnerait, mais voilà, et c'est ça que nous a apporté aussi Born Again. On a su à travers les discours de Castle que Frank Castle avait eu affaire à Bullseye, qui se fait appeler maintenant Bullseye, pendant de nombreux moments de sa carrière post-Punisher, post-saison 2 du Punisher. Donc tout le microcosme se met un peu en place. C'est un personnage qui est très intéressant. Micro, pour être tout à fait honnête, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Je sais qu'il a un rôle très important d'acolyte, tendance parfois un peu humoristique, mais aussi tendance très tendre, notamment avec sa famille, et très attachante, et un reflet finalement de ce que lui a et espère retrouver, qu'a tout simplement pu Castle. Donc pour Castle, c'est important de vrai pour quelqu'un qui essaie, je crois, de retrouver sa famille et de récupérer sa famille, sachant que lui l'a plus. Donc il y a quelque chose de fort qui peut se lire entre les deux. C'était un personnage que j'aimais bien. L'acteur, on a appris à le redécouvrir ensuite. The Bear, Les 4 Fantastiques, entre autres. C'est un acteur qui est excellent. Mais je pense qu'entre les deux, même si effectivement le personnage est intéressant et apporte beaucoup de séquences fortes et a une dramaturgie vis-à-vis de Castle qui est pertinente, pour être tout à fait honnête, je pense que Poindexter, dites-moi dans le chat, mais à mon avis, il est largement au-dessus. Pour moi, Benjamin Poindexter, c'est quand même l'un des personnages les plus marquants de Daredevil, de par la saison 3 où il est omniprésent, quand il reprend le costume de Daredevil, etc. Donc, les petits jeux de dupes qu'il peut y avoir, et puis après les retournements de situation. Dans Born Again aussi, toute la séquence où il est sniper sur Fisk, et puis finalement Murdoch finit par entre guillemets se sacrifier. Alors il meurt pas, mais entre guillemets se mettre entre la balle et pourtant l'un de ses principaux ennemis. Enfin, il y a des thématiques et finalement une qualité d'écriture qui est quand même très intéressante et qui gravite autour de Poindexter. Donc c'est drôle ça, l'acteur qui joue Micro joue son ami pour Frank, et dans The Bear, il joue son frère. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés dans The Bear, ouais. Alors après, le rôle de Berntal dans The Bear est plus que minimaliste. Forcément, on le retrouve par le biais de flashbacks. Mais effectivement, les deux se sont retrouvés dans des projets différents. Chose qui me fait penser à, évidemment, un sujet qui n'a rien à voir. Mais dans Nip Tuck, vous n'imaginez pas le nombre d'acteurs qui sont passés par Charmed qui jouent par la suite dans des épisodes de Nip Tuck et qui ont retrouvé Julian McMahon. Là, récemment, par exemple, on a un personnage dans la saison 5 qui se fait faire une... comment elle s'appelle cette opération? C'est pas des implants au niveau des cheveux, mais c'est une opération de ravalement du visage. Et c'est un comédien qui joue un chef de secte démoniaque qui était l'ancienne secte démoniaque de Cole il y a dans Charmed, pour 1 ou 2 épisodes uniquement, évidemment. Hein. La confrérie du mal, je crois. C'était le chef de la confrérie du mal. Je vais vous dire que peut-être que c'est ça, mais dans mes souvenirs. En tout cas, l'acteur, j'en suis sûr, c'était lui. Roma Mafia, qui joue dans Nip Tuck,
jouait dans Profiler, avait un des rôles principaux dans Profiler, où elle a rencontré aussi Julian McMahon. Donc t'en as quelques-uns, hein, t'en as plusieurs. Hein. Alors t'as beaucoup de guests dans Nip Tuck, mais c'est marrant de voir de temps en temps des acteurs de Charmed et de dire ah tiens bah les réunions, vous aviez joué ensemble. En plus à des périodes où Julian McMahon dans Charmed était l'un des personnages principaux. Donc, comme quoi tout peut arriver, mais ça doit aider à mon avis derrière à l'alchimie qu'on peut avoir entre protagonistes. Victoire de Poindexter évidemment sur ce tour. T'as et encore un duel d'enculés, hein. La passion ou la raison, hein. Maria ou Misty Knight. Misty Knight, personnage incroyable, l'une des plus belles femmes de toute la planète, je veux rien savoir. Misty Knight. Misty Knight. Pour ceux qui ont vu Luke Cage, hein. Quand quelqu'un demande si tu veux pas un dernier café quand t'as vu Luke Cage, cette phrase. Voilà. Cette phrase est extraordinaire. L'alchimie entre Luke Cage et Misty, elle est exceptionnelle. Après, moi, le personnage de Misty est très très bon dans tout le cheminement de Luke Cage, etc. Et puis dans ce côté très badass qui va se rapprocher des comics à partir de la saison 2 avec son bras bionique, etc. Ah, c'est un personnage ouais, très comics euh, et, euh, et qui a aussi une certaine tendresse, mais elle, beaucoup plus dans le côté badass. Elle a vraiment un côté flic badass, etc., que j'aime beaucoup. Par contre, en face, il y a Maria. Moi, je pose la question, est-ce que c'est pas le plus grand rôle de Alfred Woodard à la télévision ou au cinéma? Alfred Woodard, je l'adore. C'est une actrice que j'adore. Elle a joué dans tellement de séries ou de films, second rôle, rôles principaux. Elle était dans True Blood, elle a été dans Desperate Housewives, et elle était bien en Madame Applewhite dans Desperate Housewives, parce que le rôle n'était pas facile. Là, elle arrive en Maria, elle est incroyable. D'antagonisme, de charme, de beauté, le côté ultra sulfureux de Madone macabre, Queen de Harlem, etc. Mais elle est légendaire. Franchement, hein, c'est, je pense, l'un des 2 ou 3 meilleurs antagonistes de tout Marvel Netflix. Si tu prends Billy Russo et le Caïd. Voilà. C'est le top 3. Il y a Killgrave aussi dans Jessica Jones, mais j'ai tendance à le mettre un cran en dessous. Maria, c'est. Je vous dis, c'est vraiment le charme du mal par excellence. Version, encore une fois, Harlem, débordante de partout. La séquence avec Cottonmouth, la scène finale de Cottonmouth où elle est. Enfin, sachant qu'en plus, il y a tout le côté familial qui en ressort derrière. Elle a un côté complètement folle qui peut ressurgir n'importe quand. 12 Years a Slave aussi, ouais, effectivement. Mais enfin, elle a joué dans tellement de projets, Alfred Woodard. C'est une actrice qui est hyper sous-cotée parce qu'on en parle assez peu alors qu'elle est capable vraiment d'embarquer le spectateur là aussi, hein, je dis beaucoup ce mot parce que dans les Marvel Netflix, bah évidemment, c'est euh, c'est un cas d'école, mais bourré de névrose et puis de douleur. C'est que des personnages qui sont pour beaucoup profondément malheureux, hein. Et elle, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a tout le background autour de sa famille aussi, hein, les Mabel, etc. C'est réussir à jouer ça à ce niveau-là en mêlant du charme, du chien, de la personnalité. Moi, je vote Maria. Je vote Maria parce que c'est vrai que Misty, c'est un personnage finalement plus classique. Très bon, badass, voilà, protagoniste pur hein, par définition, mais beaucoup plus de nuances et de travail de recherche et d'écriture et de génie et de jeu dans le rôle d'Alfred Woodard dans Maria. Ah, là, c'est pareil, là, c'est. Je pense que les gens ont pas la mesure de ce qu'a fait Mahershala Ali en Cottonmouth. J'aime beaucoup John Pilgrim dans la saison 2 du Punisher, assez sous-exploité finalement, mais bien flippant sur les segments où il va intervenir. Et puis Pierre Angulaire aussi autour de la rivalité entre Rousseau et Castle. Mais Cottonmouth,
Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont vu Luke Cage, mais tous ceux qui ont vu Luke Cage, là, ils le verraient, ils se diraient, ouais, ouais, vraiment. Ouais, Mahershala Ali, moi, c'est presque là que je l'ai découvert. Faut savoir qu'avant Luke Cage, Mahershala Ali, je l'avais pas vu dans beaucoup de projets, hein. Predators tout au plus. Luke Cage, je dirais pas que c'est ce qui l'a fait exploser, mais j'ai vu son jeu, son charisme naturel, son rire. Il a toujours un rire très particulier, de référence en fait dans Luke Cage. Il y a même des gens qui en ont fait des vidéos best-of de tous les rires de Cottonmouth et tout. Mais il a un côté très flippant, en même temps sûr de lui, mais sans vraiment l'être, d'antagoniste pure souche, classe, vraiment dans toute sa démesure de Harlem, etc. Enfin, non, c'est génial. Son obsession pour devenir roi, toutes ces choses-là. Il a un discours dans une église, je crois, où il parle d'A$AP Rocky, puis il cite beaucoup de gens, en fait, d'éléments fondateurs de la ville de New York afro-américaine, de la culture afro-américaine qui a aidé New York, Harlem, etc. C'est c'est assez génial. C'est assez génial. Et puis sa mort, effectivement, des mains de Maria, la mort, l'écriture de la mort est superbe. Je peux comprendre la déception, mais je rappelle, Marshall Ali acceptait le rôle pour sa mort tôt, donc on n'aurait pas profité s'il serait resté jusqu'à la fin. Ouais, et puis techniquement, c'est surprenant. C'est-à-dire que Luke Cage, t'en arrives, je crois que c'est à l'épisode 6. Donc c'est assez tôt, il n'est pas là longtemps au final. Mais alors il marque de son empreinte déjà de 1 et il marque la série aussi tout simplement parce qu'on n'imaginerait pas qu'à un moment donné, on puisse voilà, avoir un personnage qui disparaît aussi vite. Oh, surtout des mains de quelqu'un de sa famille. Et ça augmente l'envie de continuer à regarder la série en se disant waouh, ça c'est un temps fort. Ça c'est quelque chose, tu vois, psychologiquement d'ancrer dans le spectateur qui te fait te dire ah, tiens, oui, d'accord, l'antagoniste principal, ça y est, déjà aux abonnés absents, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment ça va évoluer? Ça c'est génial. Quand tu arrives à voir ça, c'est génial. Donc ouais, moi Cottonmouth c'est un acteur que j'aime. Enfin, Mahershala Ali est un acteur que j'aime beaucoup et le personnage de Cottonmouth, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Dans les dialogues, dans la prestance, dans l'attitude, dans les duels et les face-à-face qu'il a avec les autres protagonistes. C'est en si peu d'épisodes, c'est très fort. Et je sais pas si c'est ça qui a participé à mettre sur orbite vraiment Mahershala Ali au point où il en est là maintenant. Mais ouais, c'est excellent, hein. C'est excellent. Moonlight a plus apporté. Il y a eu Moonlight aussi, ouais. Ouais, il y a eu Moonlight. Bah, disons que tout s'est accéléré très très vite pour lui, hein. Après, t'as eu une Green Book, alors pas mal après, hein, mais t'as quand même eu Green Book. Ouais, si, c'est vrai que Mahershala Ali, il a eu une carrière tellement importante et tout s'est enchaîné tellement vite que, effectivement, bon, et c'est mérité. C'est pour ça que ça fait chier de le voir dans des films comme Jurassic World Rebirth. Globalement, franchement, vu le rôle qu'on lui donne, c'est. Bref. Donc John Pilgrim, bon personnage de la série du Punisher, mais évidemment Cottonmouth bien au-dessus. Ça, c'est chaud aussi, hein. Vanessa Fisk contre Claire Temple. Ouais, là, c'est dur. Ouais, là, c'est dur. C'est dur parce que on va reparler d'écriture, hein, mais la qualité d'écriture du Caïd dans Daredevil est tellement incroyable que le Caïd serait pas ce qu'il est sans elle, Daredevil serait pas la série qu'elle est sans elle. Il l'a récupéré dans Born Again et c'est un miracle parce que franchement, c'est les rois et le King of New York, King and Queen of New York à fond. Mais vraiment dans tout ce que ça a de plus noir. Là où pourtant c'est elle qui a porté limite de l'amour. En fait, le Caïd, c'est pour ça qu'il est brillant. C'est qu'il est torturé,
je pense pas qu'il ait forcément aussi confiance en lui qu'il veut bien le laisser paraître. C'est un Cade de la pègre hors norme, mais qui a pas oublié de rester un être humain et qui a des profonds sentiments et qui sait ce que c'est que l'amour, l'art, la classe, l'élégance, la poésie. C'est très rare qu'un antagoniste ait tout ça. Et c'est elle qui lui apporte. Mais ce qui est vachement bien, comme dit Preach dans Born Again, c'est qu'elle devient le monstre. Elle est à la fois l'humanité et la monstruosité, ouais. Elle est manipulatrice, elle devient assez monstrueuse, bien plus que lui hein, sur le final. Et ça va devenir, à mon avis, une Madone Macrel bien plus dangereuse que le Caïd. Il y a un amour évidemment toxique, pas forcément de la part du Caïd, parce que lui, je pense que c'est un amour véritable. Peut-être que l'amour de Vanessa est un peu plus toxique, mais le Caïd et tout ça, enfin, toute cette relation si forte et la beauté de certains passages de Born Again et puis, bah, tous les enjeux, enfin une grande partie des enjeux du Caïd dans Daredevil ne serait pas ce qu'il serait sans Vanessa, ce qui en fait un personnage inestimable. Mais en face, t'as Claire. Claire, qui je crois est le seul personnage avec Turk Barrett à avoir été dans toutes les séries. Daredevil, Punisher. Est-ce qu'elle est dans le Punisher? Elle est dans Daredevil, elle est dans Luke Cage, elle est dans Jessica Jones, elle est dans Iron Fist, elle est dans les Defenders. Est-ce qu'elle est dans le Punisher? C'était l'objectif, hein, de toute façon, d'avoir ce personnage-là partout. Je vais regarder. Puis Rosario Dawson. Ah, Rosario Dawson aussi. Bon, moi, je suis absolument pas objectif dans la mesure où c'est une des actrices que j'aime le plus au monde. Donc, série télévisée. Jessica Jones, épisode 13, saison 1. Luke Cage, saison 1 et 2, 11 épisodes. Iron Fist, saison 1, épisode 6. Les Defenders, saison 1, 6 épisodes. Daredevil, saison 1, 5 épisodes. Et saison 2, 3 épisodes. Elle n'est pas dans le Punisher. C'est la seule série qu'elle n'aura pas faite. Alors, est-ce que le Punisher était vendu comme un spin-off de Daredevil? En tout cas, le Punisher, c'est la seule série qu'elle n'a pas faite. Sinon, elle a tout fait. On pourrait dire que le Caïd mérite mieux, mais son amour est déjà trop emporté vers elle. Le Caïd, Vanessa Fisk, c'est parfait pour lui. C'est la seule chose qui lui fait pas totalement péter un câble. C'est la seule qui a ce goût artistique et ce goût de la classe, de la poésie, de la tendresse qu'il est capable de l'apaiser et qu'il est capable d'aimer. Et c'est la seule qui peut avoir ce brin de folie à accepter cette monstruosité et même devenir le monstre. Claire, c'est exactement comme ce que je disais pour... comment s'appelle-t-elle déjà? Pour Karen Page. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Claire, ça va être la soupape de Matt Murdock, puis la soupape de Luke Cage, un peu la voix de la raison, etc. Et Claire, faut quand même reconnaître qu'elle n'a pas une fin facile. Hein. Parce que même si elle meurt pas, etc., bah, la dernière chose qu'on sait de Claire Temple, je crois, hein, à moins que... je crois, c'est que Luke Cage ne veut pas d'elle au King's Paradise. Plus ou moins pour la protéger, mais quand Claire est là et qu'elle vient pour voir Luke Cage dit à un sbire, il va même pas la voir lui-même. Il dit à un sbire, va dire à Claire de rentrer à la maison. C'est Rosario, tu l'as découvert en premier dans Sin City ou la 25e heure, dans Alexandre le Grand. Elle jouait dans Alexandre le Grand avec Colin Farrell. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, Rosario Dawson. Moi, c'est une des femmes de ma vie, Rosario Dawson. J'adore cette actrice, vraiment. Après, Sin City, elle était géniale. Puis elle a fait beaucoup de bonnes choses. Mandalorian, toutes les séries Marvel Netflix. Enfin, bon, Rosario Dawson, elle a un sacré filmographie. Hein. Mais ouais, non, c'est vrai que elle est aussi le visage du calme et de l'humanité et de l'honnêteté et de la soupape de vraiment anti-colère et vraiment haine, que ce soit pour Murdoch au début et surtout pour Luke Cage à la suite, hein, surtout pour Luke Cage, parce qu'elle deviendra un des personnages emblématiques de Luke Cage, même dans les Defenders, etc. Elle sera en relation avec lui. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme aussi, et c'est un personnage fort. Claire, c'est un personnage qui est vraiment fort. J'ai tendance à dire que là, c'est quoi? En fait, ce qui me fait chier dans ce duel, c'est que Claire, pour moi, c'est un peu la représentation de l'âme des séries Marvel Netflix. Parce qu'elle est là dans toutes les séries, au Punisher près. Elle est là dans toutes les séries, et elle représente un peu cette âme-là des séries Marvel Netflix.
En face, t'as un des personnages les mieux écrits. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Vanessa, c'est un des personnages les mieux écrits de tout Marvel Netflix. Donc, tu prends l'écriture et le génie de mise en scène que Daredevil a offert, ou alors tu prends l'âme. Il y a moins à dire sur Claire quand même. Hein. Claire, c'est comme le Nick Fury de l'âme du MCU, je suis d'accord. Ah, j'irai pas jusque-là, parce qu'elle a quand même. Elle a un rôle à jouer dans le soutien qu'elle apporte à Murdoch et à Luke Cage. Elle aide Nick Fury, il n'y a pas beaucoup d'écriture sur son personnage. Elle, il y en a quand même. Il y en a quand même. Toutes ses apparitions ne sont jamais anodines. Donc là, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Vanessa Fisk ou Claire Temple? Je vais dire Vanessa, hein, quand même. Hein. Parce que Vanessa, c'est tellement de souvenirs, de scènes emblématiques en plus. Un charme exceptionnel. Ah, on va dire Vanessa. Ce que j'aimerais, c'est arriver en quart de finale, Vanessa contre Maria, tu vois. Maria de Luke Cage contre Vanessa Fisk. Là, ça, c'est un duel de seigneurs. Turk Barrett versus Stick. Alors, Turk Barrett, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais un, j'aime bien l'acteur. Et deux, j'aime bien le personnage parce que lui, il est là tout le temps. Lui, il a fait toutes les séries et à chaque fois, c'est pour des rôles de... c'est pour de la merde. En gros, Turk, c'est la petite frappe qui va à chaque fois finir par avoir des ennuis avec les personnages principaux et leur donner des tuyaux, des combines, des trucs, des machins. Turk Barrett, c'est littéralement Huggy les bons tuyaux version Marvel Netflix. Lui, il faudrait voir, mais je pense qu'il est dans toutes les séries. Je crois même qu'il est dans le Punisher. Hein. On va regarder, mais Turk Barrett, c'était un peu le running gag. Alors, l'acteur est bon. L'acteur est bon et le rôle est plutôt drôle aussi. Hein. Mais c'est d'ailleurs un des personnages de comics. Il fait partie des personnages comics. Hein. Euh, Barrett était un personnage récurrent dans Daredevil, Luke Cage, les Defenders, le Punisher, Jessica Jones et Iron Fist. À chaque fois par le même acteur. Donc lui, il a été dans tous les projets des séries Marvel Netflix. Et sa première apparition, c'était dans l'épisode 69, un très beau chiffre de Daredevil en 1970. Pour ceux qui veulent avoir voilà, un peu de... Il a même été dans les Defenders. Pas grand chose à dire hein, sur Turk Barrett, mais voilà, c'est la petite frappe qui va donner des tuyaux à chacun en toute occasion, au fur et à mesure évidemment que les séries vont avancer. Je crois même que dans Daredevil, il est dans plusieurs saisons. Turk juste totalement la panique et confusion de se cacher face à Frank quand il défonce tout le monde dans le gym. Ouais, mais il y a des scènes assez drôles. Avec Turk Barrett, oui, il y a des scènes assez drôles avec lui parce qu'à chaque fois, on insiste un peu sur le running gag. Donc, il a plusieurs épisodes dans plusieurs saisons différentes. On insiste un peu sur son côté petite frappe running gag, mais tu sens qu'au fond, c'est pas quelqu'un de mauvais et qui va finir par aider. Et puis même que certains personnages vont finir pas par l'apprécier, mais se dire bon, Turk, voilà, c'est la petite frappe et c'est le gars sûr qu'on va aller voir quand on a besoin, tu vois. Donc oui, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai bien aimé. Après, Stick, lui, très 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 important. Stick, personnage très important, le mentor de Matt Murdock. Celui qui lui a quasiment tout appris, à la limite entre le protagoniste et l'antagoniste, aux méthodes vraiment pas catholiques. Euh, Il y a un... il fait partie, je crois, intégrante aussi, Stick. Dites-moi dans le chat si j'ai tort, hein, mais je crois qu'il fait partie intégrante de l'intrigue sur la main dans Daredevil saison 2, me semble-t-il. Alors, il est beaucoup dans Daredevil saison 1 et l'intrigue de la main dans Daredevil saison 2. Je crois qu'il revient aussi dans le Punisher, pas le Punisher, les Defenders. Il me semble. Redites-moi ça aussi, s'il n'est pas mort avant, mais je crois. Bon, c'est un personnage qui est important. C'est pas Sigourney Weaver qui le tue? J'ai un doute. C'est pas le personnage de Sigourney Weaver qui finit par le tuer? Ouais, il était dans la série. L'acteur reprend également ce rôle dans des épisodes de la série TV Les Defenders. Donc oui, c'est bien le souvenir que j'en ai. Hein. Donc il était dans Daredevil et dans les Defenders, rôle principal, un des rôles principaux donc des séries Daredevil, un rôle secondaire principaux des séries donc de la série Daredevil, des saisons Daredevil et des Defenders. Donc c'est vrai que toute l'intrigue avec la main gravite autour de lui.
il est intéressant dans son statut de mentor, aussi au niveau des arts martiaux. Le sabre, les arts martiaux, aller justement un petit peu plus loin dans l'idéologie de Daredevil, etc., dans la compréhension du personnage, de son armement, de comment il est devenu ce qu'il est aussi. Il y a un côté, Stick, c'est un peu le Alfred de Batman, hein, si je suis tenté bien sûr de parler en ces termes, étant donné qu'il est un peu plus brut de décoffrage, et un peu plus machiavélique, un peu plus pas manipulateur, mais prêt à tout pour arriver à ses fins, même s'il défend une cause qui est juste. Il est pas mal comme ça, Stick. C'est un personnage qui est assez mystérieux, assez mystique. Mystique, pour le coup, si j'ose dire. Donc, il est tué par Electra. Il est tué par Electra. Alors, attendez, on va en avoir le cœur net. Stick a ensuite été arrêté quand Electra est revenu et a enlevé Iron Fist, plongeant sa lame dans sa poitrine et le tuant. Ok, donc oui, il est bien mort. Stick décide de tuer Danny Rand pour empêcher cela. Stick fut cependant arrêté lorsqu'Electra revient et kidnappa Rand, plongeant sa lame dans la poitrine de Stick en le tuant. Donc oui, effectivement, il est tué par Electra. Alors pareil, voilà, encore une fois, quand je dis prêt à tout pour arriver à ses fins, ceci, cela, même Danny Rand, l'Iron Fist, le point justement important pour la main, etc., pour arriver à ses fins, bah, prêt à tout, c'est aussi des séquences où il est prêt à tuer Iron Fist qui veut pourtant faire le bien pour le bien commun, même si c'est une décision pas facile. Stick qui est comme ça, hein, de toute façon. Mais c'est ce qui en fait justement un personnage presque d'anti-héros, de mentor anti-héros mystique qui est hyper intéressant. Donc là, évidemment, on vote Stick. Vous savez qu'on va l'avoir, hein, Matt Murdock contre Frank Castle. Parce que là, plus le temps passe, plus on est en train de se dire, vas-y, fais chier, quoi. Là, il reste que 5 tours après. Hein. On a une chance sur 5. Attends, ça me casserait les couilles. Hein. Vraiment, je pense que je pète un plomb. Hein. Bushmaster contre Lewis Wilson. Duel de second rôle. Bushmaster, bien plus intéressant comme antagoniste. Et puis, à l'écriture bien plus développée que l'antagoniste de fin de saison 1 de Luke Cage, dont je me rappelle même plus le nom, parce que pour être tout à fait honnête, je le trouvais assez risible et grandiloquent et un peu grand guignolesque. Mais Bushmaster, lui, pour le coup, il avait une vraie dramaturgie et il apportait ce que la saison, en fait, ce qui manquait à Luke Cage après la mort de Cottonmouth, hors Maria bien sûr, c'est-à-dire un antagoniste un peu qui pourrait faire redresseur de tort vis-à-vis de Luke Cage et être assez pertinent dans cette exécution-là. Donc c'est vrai que Bushmaster, il a quelques bonnes séquences dans la saison 2, je crois même qu'il est jamaïcain, et que ça engage aussi les guerres de gang, les choses comme ça, qui sont assez intéressantes dans Luke Cage, et puis qui peuvent être pas mal pertinentes aussi dans l'univers d'Harlem, etc. Donc c'était un personnage, bon pareil, hein, issu des comics, mais qui est assez intéressant. Et Lewis Wilson, je l'ai mis parce que moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Alors, même si il est pas loin de la folie, pour pas dire complètement dingue, hein, mais il a été tellement traumatisé par la guerre et par les visions de la guerre, le trauma de la guerre, etc., qu'il est le visage, si j'ose dire, parfait de la problématique de la première saison du Punisher, qui est le trauma post-guerre et comment gérer ce syndrome, etc., et qu'est-ce qui se passe pour les soldats américains après. Et malheureusement, ce qui est beaucoup trop vrai aux États-Unis, la fâcheuse tendance qu'ont les Américains à féliciter hein, évidemment les vétérans, etc. Tribute to the troops, jour commémoratif, ceci, cela. Hein, c'est toujours bon de le dire, mais malheureusement, derrière, quand certains ont des traumas et des vrais troubles et des vrais problèmes, il y a peu de gens pour les aider, à part dans des réunions de vétérans ou des choses comme ça. Il y a des associations, des choses qui existent évidemment pour les aider, parce qu'il faut rappeler à quel point il y a un nombre incalculable de vétérans qui reviennent avec de très gros traumas physiques, mentaux. C'était le cas après la guerre du Vietnam. Enfin, ça a dû être le cas après toutes les guerres. Hein. Être le cas, pardon, après toutes les guerres. Mais on pense surtout à la guerre du Vietnam. On peut penser aussi à la guerre en Irak, où évidemment, on pense au film Jared qui en parlait quand même pas mal de ce qui se passe justement après la guerre et puis de ce que peut devenir un vétéran après la guerre.
Et puis beaucoup d'autres guerres, évidemment. Je pense que c'est le cas pour n'importe laquelle des guerres que tu peux faire. Ça a été le cas pour Lewis Wilson, qui finit par complètement péter un câble, etc. Puis qui a une fin qui est horrible, qui provoque lui-même. Hein. Mais c'était quelqu'un qui, malheureusement, ne pouvait pas être aidé, beaucoup trop obnubilé par ses démons, etc. Mais c'est l'image aussi de Rambo pour le Vietnam, ouais, et puis je pense que même pour la Seconde Guerre mondiale, dans la vraie vie, dans la véritable histoire. Hein. Je pense qu'à la Seconde Guerre mondiale... t'as beaucoup de vétérans américains qui sont revenus traumatisés. Hein. Rien qu'à voir le soldat Ryan et voir le visage du vieux Matt Damon quand il est devant la tombe de Tom Hanks au début et à la fin, et je crois même qu'il finit par s'écrouler parce que bah, t'as tout qui ressort, tous ces trucs-là. Enfin bon, c'est terrible. Franck qui essaye de son mieux de l'aider, mais tu vois que c'est malheureusement trop tard. Ouais, et puis même le pote le pote de Franck, le meilleur ami de Frank Castle, qui gère justement ces réunions de vétérans. Il y en a malheureusement, c'est impossible. Et c'est toute cette écriture-là que j'aime beaucoup. Moi, ça me touche aussi, forcément. C'est un milieu qui me touche beaucoup. Traité de la manière dont ça a été traité dans le Punisher, je trouve que c'était vraiment très malin. Euh, c'est pour ça que je le mets dans mes personnages préférés, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est tellement pathétique, mais dans le sens noble du terme. Hein, genre, on a de la peine pour lui. Ça, c'est terrible ce qui lui arrive. Donc c'est vrai on pourrait sans problème le mettre dans une liste de personnages très très bons des séries Marvel Netflix. Après, t'as Bushmaster. Bon, encore une fois, voilà, Bushmaster, c'est plus dans le délire antagoniste pur, mais avec quelques notions et quelques subtilités d'écriture, de mise en scène, etc., qui sont quand même intéressantes. Je vais quand même voter pour Lewis Wilson parce que j'en ai plus de souvenirs et je trouve que, encore une fois, on va au-delà de la série avec un personnage comme ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet arc narratif-là, quand bien même c'est pas le personnage que j'apprécie forcément parce que ça reste un mec, voilà. Hein. Mais le ressenti, la cruauté, la dureté du propos dans le Punisher m'a beaucoup plu. On est sauvés! En plus, c'est beau parce que White Tiger contre Matt Murdock, bah écoute, ça a quand même son charme, tu vois. C'est un duel qui est pas anodin. Matt Murdock, Daredevil, est-il utile de préciser qui est Matt Murdock? Je pense pas. Vous savez que Matt Murdock, en fait, c'est comme Frank Castle, c'est des personnages. Je vais même pas faire d'analyse pure. Parce qu'en fait, bah, Matt Murdock, je l'ai analysé pendant toute la saison de Daredevil Born Again en live. Vous pouvez les voir d'ailleurs sur mes rediffusions de live YouTube sur la chaîne Valou les VOD. Et puis, bah, Daredevil, j'en ai parlé sur l'ensemble des saisons. Et voilà, c'est un personnage qui est extraordinaire. Après le fiasco, entre guillemets, du film Daredevil avec Ben Affleck, même si un, c'est un film que j'aime bien. Deux, à voir en version longue par contre obligatoirement. Mais trois, qui a un très bon caïd, qui est très glauque, sombre, gothique, exactement ce que peut donner le personnage. Et je pense que les seules choses qui manquent au film Daredevil pour être bon, vraiment bon, bah, c'est un autre acteur que Ben Affleck, parce que je suis désolé, en Daredevil, il fait pas le taf. Et un truc un peu moins cucul à praline avec Elektra et une actrice qui n'est pas Jennifer Garner. Et ça en fait un film vraiment sympa. Mais la version longue de Daredevil, je persiste et signe, je trouve que le film est vraiment plus que regardable et pas mal, avec des séquences plutôt intéressantes. Par contre, les gens ne l'ont pas aimé. Revenir avec Daredevil, un projet comme ça, sur Netflix, avec cette qualité-là, ce taux d'écriture-là, et un personnage qui peut être à la fois dragueur, séducteur, mais en même temps profondément ancré dans sa religion, dans ses doutes, dans sa dualité interne entre suis-je quelqu'un de bien ou non, est-ce que dois-je tuer ou non, quel est le lien avec la justice ou non, la justice est-elle aveugle? Oui, quand je fais certaines choses, ça ne fonctionne pas parce que dans la rue, on me ramène à la réalité, à la raison. Joué d'une telle manière par Charlie Cox sur autant de saisons, c'est exceptionnel. C'est un personnage exceptionnel. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé 1 milliard de fois, mais Matt Murdock, voilà, c'est l'âme de Charlie Cox, c'est sa prestance, c'est son charisme, c'est son aura. Ouais, c'est un personnage qui est vraiment, vraiment un phénix, une renaissance après le film de Ben Affleck. White Tiger, moi j'aime bien. Je l'ai mis parce que
C'est pour moi le symbole que la justice, malheureusement, a ses limites. Et que les gentils, finalement, ne gagnent jamais. Tu peux être White Tiger, tu peux être un vrai héros, tu peux défendre des causes qui sont nobles, tu peux être touchant, tendre, attachant, t'entendre avec Murdoch, avoir une séquence dans le tribunal qui est magnifique entre les deux protagonistes. Malheureusement, tu te prendras quand même une balle dans la tête inaperçue par pire que toi. Le plan, voilà, c'est un personnage extrêmement tragique, Preach, je suis d'accord. C'est l'exemple même de la tragédie de la fameuse phrase les gentils finissent dernier. L'humain, l'humanité, voilà, les gens qui ont des vraies valeurs, des vraies choses à retranscrire, etc. Malheureusement, que ce soit à New York, à Hell's Kitchen ou autre, il n'y a plus de place aujourd'hui dans l'humanité dans laquelle on est pour ce genre d'individus qui tentent de faire le bien et qui tentent de garder leur humanité et leur éthique et leur valeur. Et c'est ce que j'aime. Et il n'est pas là longtemps, White Tiger. Hein. Il a 2 ou 3 épisodes maximum. Hein. Mais c'est parmi les meilleurs passages déjà de Daredevil Born Again, de la première saison, ça c'est sûr. Et, euh, c'est hyper touchant, hyper tendre à voir et très dur finalement. Parce qu'on se rend compte que tout ça aura été vain au final. Anecdote, Penelope Cruz a failli avoir le rôle de Electra, est en 2e place dans les auditions. Donc t'imagines, on aurait eu Penelope, ça aurait été mieux en performance sans être méchant, Jennifer. Ah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, bah largement. Sans aucun problème. Alors ça va voter évidemment Murdoch, mais enfin bon, t'es quand même face à... Enfin bon, t'as White Tiger en face. Moi j'aime bien ce duel. J'aime bien ce duel parce que bah, je crois déjà que la photo de Matt Murdock que j'ai choisie, c'est pendant l'interrogatoire au tribunal, le plaidoyer de White Tiger. Et puis ça montre encore une fois, White Tiger, c'est la représentation du côté véreux, sans foi ni loi, voilà, de la justice qui est gangrénée, etc. Et dont lui est la victime aussi. Hein. Il y a toute une culture, il y a toute une idéologie derrière. Electra contre Wilson Fisk. Je suis pas si mécontent finalement du duel. Parce que, bon bah Wilson Fisk, j'en ai déjà parlé tout à l'heure hein, quand je parlais de Vanessa. Le meilleur antagoniste de tout l'univers Marvel Netflix. Si on retire évidemment sa légère participation dans Hawkeye et toutes ces conneries-là, là, on va faire comme si... Techniquement, ça a existé, hein, mais on va faire comme si ça n'existait pas. On va plutôt reprendre Wilson Fisk à partir de Echo, voire Daredevil Born Again, Maire de New York, etc. Où je pense que la saison 2 de Born Again va atteindre des sommets. On en a déjà beaucoup parlé, hein, de Wilson Fisk via Vanessa, pardon. Et Electra, par contre... J'aime bien Elodie Yang. Je trouve qu'elle a fait un très bon travail en Electra. J'ai bien aimé la direction qu'ils ont donnée à Electra, notamment dans la saison 2 de Daredevil, ce qu'elle vit avec Matt Murdock, etc. Et puis, je trouve que c'est une actrice qui va parfaitement, qui rentre parfaitement dans les chaussons d'Electra. Par contre, j'ai pas du tout été fan de tous les segments narratifs autour de la main, de son écriture, de sa réanimation un peu miraculeuse, etc. De sa réincarnation, enfin, c'est pas de sa réincarnation, mais ouais, de sa réanimation, tout simplement, Defenders, tout ça. Bon, voilà. J'avoue que son écriture et tout cet arc narratif-là m'a laissé tellement perplexe que c'était malheureusement en fait le... Personnellement, j'ai trouvé que dans une saison 2 qui était magnifique, avec le Punisher contre Daredevil, etc., et puis les segments entre le Punisher et Fisk en prison et tout ce qui s'ensuit, ben, j'ai trouvé qu'en fait l'intrigue autour de la main était de trop. Et que par conséquent, Electra avec la main, tout ça, c'était un peu de trop. J'aime beaucoup Elodie Yang, j'aime bien le personnage, j'aime bien le duo qu'elle apporte avec Charlie Cox. Je trouve qu'elle a fait un super travail. Je suis pas fan de l'écriture. Mais parce que, en règle générale, l'écriture et l'intrigue de la main, etc., et le tenant narratif en fait de la main qui arrive en deuxième partie de saison 2 pour Daredevil est tellement en dessous de ce qu'on avait avec le Punisher
que forcément ça se voit fort en fait, que tu as un level d'écart. A-t-on fait mieux? Je pose la question, hein. A-t-on fait mieux que la première partie de la saison 2 de Daredevil dans tout ce qui concerne Marvel Netflix? Daredevil, saison 2, épisode 1, jusqu'à plus ou moins la conclusion de ce qui se passe avec le Punisher. Et bon, après, derrière, évidemment, le Punisher, on le revoit, puis il y a des bonnes séquences. Mais jusqu'à le début de l'intrigue de la main. Je pense que tous ces moments-là, avec les moments sur le toit entre Daredevil et le Punisher, toutes ces c'est ce que Marvel Netflix a fait de mieux sans aucun problème. Après, elle mériterait mieux juste d'écriture si on la fait revenir dans Born Again. On verra. Après, est-il utile de faire revenir véritablement tout le monde? On verra. Mais ouais, moi, j'étais pas particulièrement fan même de sa réanimation, de toute l'intrigue avec la main dans les Defenders, etc. Bon, bah, qui est quand même une intrigue très, très, très importante. Mais on refait d'ailleurs le même coup. Hein, J'aime beaucoup aimé après moi les Defenders. Hein. Mais plus dans le visuel, dans le montage, etc. Il y a des choses qui sont très, très cool. Le jeu des couleurs, notamment. Mais on refait le même coup avec Sigourney Weaver. Hein. Sigourney Weaver, elle fait une Cottonmouth au final. On pense que c'est l'antagoniste principal, et puis voilà, passer à peine la moitié des... Allez, au revoir, merci. Honnêtement, Daredevil saison 3, je la rivaliserai avec la première partie de la saison 2. Ah non, pour moi, mais c'est le côté Punisher aussi, mais là, je préfère quand même le Daredevil. C'est quoi ton top 3 thriller? Perso, Memories of Murder, Seven et Zodiac? C'est difficile à dire. Thriller, spontanément, là, comme ça, je mettrais Fight Club et Prisoners. Et si on peut inclure les Brasiers de la colère, je mets les Brasiers de la colère. Mais est-ce que les Brasiers de la colère est véritablement un thriller? Je sais pas. Fight Club et Prisoners, oui. Après, faudrait voir. Mais disons, on va dire, pourquoi pas les Brasiers de la colère. Merci pour les 100 bits, la Pulga. Mais ouais, ce serait ces trois-là. Bon, évidemment, là, c'est Wilson qui gagne, hein, sans trop de problèmes. Ah, sale bâtard! Ah, sale bâtard! Non, mais vas-y, mais... c'est nimble, gros. Tu mets pas Paranoïaque? Mais Paranoïaque, c'est encore autre chose. C'est un thriller, mais pour moi, c'est le film de la nostalgie. Non, mais frère, c'est trop gros. Je vais te broyer la gueule dans tous les sens. Hein? Dégage de mon environnement live. Non, mais c'est trop gros. Non, mais c'est nimp. Jessica Jones contre Frank Castle. Jessica Jones, elle mérite d'être quart de finale, mais minimum. Hein? Minimum. Et peut-être même Parce que moi, demi. quand je ne parle pas, je suis dangereux. Non, mais Jessica Jones, c'est trop. J'aime trop cette femme, gros. Ah, Jessica Jones, déjà, bon. Dans tout l'univers Marvel Netflix, Jessica Jones, je pense que c'est en vrai de vrai. Je pense que ça reste mon crush numéro 1. Après, il y aurait Misty Knight. Et après, Karen. Mais ça, Jessica Jones, quand même, genre, elle a tellement de charme. J'aime tellement l'aura, l'attitude, la personnalité, les défauts, mais qu'en font des... Comment dire? Les défauts, mais qu'en font un... Quelqu'un de tellement vrai, elle est hyper attachante. Et l'actrice et le personnage n'ont pas eu... Bah, Misty, non mais c'est parce que Misty, après, c'est... Misty, elle est... c'est encore autre chose. Misty, c'est le côté vraiment, ouais, sexy, quoi. Misty, elle est ultra sexy, tu vois. Et elle a vraiment un flow de badass, vraiment, mais qui est moins subtil, je trouve. Il y a beaucoup plus de subtilité, je trouve, dans Jessica Jones, parce qu'il y a beaucoup plus de fêlure dans Jessica Jones. C'est quelqu'un déjà de profondément malheureux, assez triste, qui est tout le temps en constante dualité avec ses démons. Je veux dire, l'actrice le joue bien, hein, parce que de toute façon, quand tu regardes ce qu'elle faisait dans Breaking Bad, c'était pareil. Hein, je veux dire, on était dans le même délire. Mais elle le joue bien. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est très fort, fort surhumain d'ailleurs, mais qu'on n'oublie pas de rester très attachante et profondément tendre. Qui aimerait croire en l'amour, même si pour elle c'est très difficile, et qui a un vécu qui est pas simple. Mais elle a tellement de réparties, de chiens, de trucs et tout, que ouais, pour moi, Jessica Jones, c'est vraiment, ouais, c'est un personnage que j'adore. Il y a il y a une vraie profondeur d'écriture dans Jessica Jones. Après, en face, t'as Frank Castle.
Donc Frank Castle va gagner parce que c'est John Berntal. Voilà, je vous le dis. Non mais Frank Castle, c'est ce qui est arrivé de mieux à... Il y a Matt Murdock et Frank Castle, voilà, on va pas se mentir. Il y a Matt Murdock et Frank Castle, il y a Charlie Cox, et il y a John Berntal, et il y a Vincent D'Onofrio en caïd. Et après, il y a le reste du monde. Mais Jessica Jones, normalement, elle arrive en demi-finale ou en quart. C'est impossible qu'elle sorte au premier tour. C'est ce que je disais. L'actrice et le personnage, donc Jessica Jones et son... je veux pas dire de conneries au niveau de son nom. Euh, Kirsten Ritter, c'est pas ça? Kristen Ritter? Kristen Ritter, c'est ça. C'est l'actrice et le personnage n'ont pas eu la série qu'elle méritait, personnellement. Parce que je pense que Jessica Jones saison 2 c'est loupé, la saison 3 je suis même pas allé au bout. Jessica Jones c'est la saison 1 qui est géniale, les Defenders, mais elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Et j'ai hâte de la revoir dans Born Again parce que elle, à l'instar de Poindexter par exemple, mérite d'avoir une vraie belle fin à son personnage ou une continuité. Parce que pour moi les saisons 2 et 3 de Jessica Jones c'est pas bon, hein, c'est loupé. Hein. La saison 2 c'est dur, hein, c'est dur. Donc ouais, pour moi, Jessica Jones, c'est vraiment la Madone, quoi. Elle a ce grain de folie tellement triste. C'est quelqu'un de profondément triste. Et on va le voir qu'elle va de toute façon, la relation qu'elle a avec Luke Cage, puis après le fait qu'elle, les gens avec qui elle va s'entourer, etc. C'est toujours des gens qui sont assez torturés. C'est l'anti-manichéisme par excellence, en fait, Jessica Jones. C'est pour ça que ça me fait chier de la sortir au premier tour, mais effectivement, bon, derrière, t'as Frank Castle. Je le redis, je ne fais pas d'analyse sur le personnage du Punisher, dans la mesure où j'ai fait 1 milliard d'analyses sur le Punisher. Vous avez la vidéo de la saison 1, la vidéo de la saison 2, c'est mon documentaire sur John Berntal, où j'en reparle encore pendant une demi-heure. Vous avez les 6667 lives où j'ai parlé de John Berntal. A priori, vous savez ce que je pense du personnage. Violente poésie. Voilà, c'est le seul mot que j'utiliserai dans ce stream. Mais c'est une violente poésie à son paroxysme. C'est ce qui fait du personnage de Frank Castle un personnage extraordinaire. Curtis Oil contre Kilgrave. Bon bah voilà, hein, on est toujours dans la avant-dernier duel. On est toujours dans dans cette thématique autour de Jessica Jones. Curtis Oil, j'en parlais tout à l'heure, donc un des amis de Frank Castle, présent dans les 2 saisons du Punisher, l'aide absolue aux vétérans. Personnage donc assez touchant aussi parce que lui comprend Frank Castle, c'est un des seuls qui est capable de le comprendre, pareil de le calmer et puis de vraiment pouvoir être une voix de la raison pour lui. Et il est très important aussi pour le salut des militaires et pour les vétérans. Mais par contre en face on a Kilgrave qui se pose parmi les meilleurs antagonismes de Marvel Netflix. Hein. J'en avais cité 3 ou 4. Je pense que Kilgrave en fait partie. Principalement dans la saison 1. Après, on le revoit de temps en temps par flashback ou mémoire ou autre. Je crois dans la saison 2. Alors la saison 3, j'en ai même plus de souvenirs parce que je suis pas allé au bout. Mais il est là dans toute la saison 1. David Tennant est flippant au possible. Il a une belle carrière, hein, David Tennant, hein, quand même, entre Harry Potter, Doctor Who, évidemment. Il était aussi dans une série avec... Alors, attendez, David Tennant. Une série qui était assez sympa. Good Omens. Il était dans Good Omens, qui est assez sympa aussi. Bon, puis voilà, Jessica Jones et beaucoup d'autres. Hein. David Tennant, c'est un mec qui est... C'est un mec... Salut mon flaco! Des bisous à demain. Si tu passes dans le coin, je te dirai qui a gagné. Ou alors, t'iras sur YouTube, regarder la rediff pour me donner un peu d'oseille. Merci mon flaco! Des bisous, bon après-midi, profite bien. C'est un être humain absolument adorable. David Tennant, oui, de réputation, oui, c'est quelqu'un de vraiment bien. Mais Kilgrave, lui, c'est pareil. Dans le côté manipulateur, un peu psychique, mystique, etc. Bon, ça offre une profondeur de fou à Jessica Jones. Hein. Ça offre une profondeur de thématiques et idéologiques et même en termes de réalisation, de mise en scène, il y a beaucoup de choses autour de Kilgrave qui sont hyper intéressantes à regarder. C'est un des antagonistes les plus intéressants, je pense, à suivre dans toutes les séries confondues.
Sinon, t'as quoi? T'as Cottonmouth, Maria, Killgrave, le Caïd, Rousseau. Et puis après, dans les seconds couteaux, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans les personnages secondaires qui sont quand même capables de tirer leur épingle du jeu, bah, tu peux citer Shades, par exemple, ou d'autres comme ça, qui ont quand même bien Poindexter, ce connard de Rousseau. Ah, il tient un PC israélien. Non, Killgrave, c'est vrai qu'il a une. Faudrait que je la revoie la série de Jessica Jones. Faudrait vraiment que je regarde la première saison de Jessica Jones parce que j'avais adoré. Genre, je me ferai peut-être une rerun là prochainement. Mais tu sens dans les saisons suivantes que l'absence de David Tennant se ressent, hein. Ça se ressent vraiment, hein. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais non, très très bien. Très très bien la, la, la dualité entre Jessica. Puis ils sont connectés. Il y a quelque chose qui les rend inséparables. Dans mes souvenirs, entre Killgrave et Jessica Jones, il y a quelque chose qui les rend inséparables. Ça pour le coup, c'est une rivalité toxique, indescriptible, mais qui les rend en même temps connectés comme fusionnels l'un à l'autre. Ça rend le duo très intéressant. Et dernier duel, un duel de James. Finalement, les choses sont bien les choses. James Lucas contre James Wesley. James Lucas, donc le père de Luke Cage, et rôle assez important dans la saison 2 parce que énormément de prestance, beaucoup de monologues, beaucoup de dialogues, etc. Enfin, beaucoup de monologues, du coup, pas de dialogue, enfin des dialogues intéressants, mais aussi beaucoup de monologues qui font mouche sur la manière dont justement on va interpréter et réinterpréter et développer Luke Cage. C'est lui, hein, quand même, qui fait le monologue final avec le plan séquence sur Luke Cage qui regarde le face caméra, qui est pour moi peut-être l'une des meilleures scènes de toutes les séries Marvel Netflix. Celle-là est vraiment très très forte. Donc un personnage quand même important, hein, dans la saison 2, il y a beaucoup d'intrigues autour de lui qui circulent. Et James Wesley, quand je parlais de personnages secondaires, je voulais pas le citer, mais qui sont bien flippants et bien charismatiques et vraiment avec un jeu hyper minutieux, sans voilà, sont capables de d'élever un niveau de jeu énorme. Il y a lui. Je sais pas si dans le chat il y a des fans de Daredevil de la première heure, mais James Wesley, oh là 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 là, moi il m'avait fait une espèce comment dire, de, il m'avait fait une espèce d'impression où je m'étais dit, lui, dans le genre sous-fifre de Wilson Fisk, etc., mais qui a un peu envoyé toujours à droite à gauche, forcément faire le sale boulot. Mais alors lui, pareil, très classe, très, très pas réservé, mais sobre, efficace, voilà, pas un mot de trop, stoïque, dans toutes circonstances. Quel personnage, James Wesley. Ah, des personnages comme ça, on n'en a pas encore eu dans Daredevil Born Again, par exemple, hein, de cette ampleur-là. On n'en est pas encore là, hein. Là, ça, c'est très très costaud. Donc c'est vrai que d'un autre côté, bon, les deux personnages sont hyper importants dans leurs saisons respectives, mais je trouve que James Wesley a quand même beaucoup plus de prestance. Et puis un maillon indispensable de la saison 1. James Lucas, c'est le monologue, et c'est l'esprit de Harlem, et c'est beaucoup de dialogue avec Luke Cage, et puis de la thématique intéressante, mais on est quand même sur, je trouve, quelque chose de différent. James Lucas, il joue dans The Mask, sa tête me rappelle un mec qui fait un braquage. Impossible, ça je sais pas. Ouais, ça alors pour le coup, The Mask, je l'ai vu il y a très 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 longtemps, donc difficile à dire. Je sais pas comment tu fais pour te rappeler d'autant de choses quand tu fais des tier lists ou foufou comme ça. Bah parce que c'est des séries que j'ai regardées pour la plupart au moins 2 fois. Et bah, puis après c'est entre guillemets, j'ai l'avantage dans les séries Marvel Netflix, Léo, qui est peu de personnages. Je te ferai un woufoufou top 32 des personnages de Game of Thrones. Faudrait que j'en prenne que 32 sur tous les personnages de Game of Thrones, ce serait insupportable parce que déjà rien que le choix serait inouï. Et puis après, il y a tellement à dire sur 8 saisons. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait peu d'épisodes, peu de saisons, peu de personnages, donc ça va assez vite. Ça va assez vite. Puis je fais mes petites recherches quand même. J'essaie toujours avant de. Je prépare, hein, mais là, enfin, j'espère. En vrai, Léo, tu me diras, mais j'espère que ce live est pertinent, même dans le. Sinon, ça pour. Enfin, si je fais une analyse de chaque personnage, je pourrais faire 50 minutes sur chaque, ça aurait pas d'intérêt. Le live durait 10 heures. Mais j'espère que c'est assez pertinent quand même sur le peu de petites analyses qu'on peut faire quand même.
parce que ces personnages en valent le coup. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand t'as peu de protagonistes ou d'antagonistes. Quand t'as peu de characters, au final, tu peux aller relativement vite déjà dans le choix des personnages. Puis tu vois après que là sur les 32, il y en a quelques-uns, il y en a moins à dire que d'autres. James Lucas, euh, il y a moins à dire que quand tu parles de Jessica Jones ou de choses comme ça, ouais, évidemment. Et puis le fait d'avoir fait des vidéos, bah, c'est vrai que oui. Le fait d'avoir fait des vidéos, c'est comme à l'époque où je trichais au collège ou au lycée. C'est vrai, hein. Quand j'étais au collège et au lycée, moi j'avais la triche facile, hein. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, dès que je pouvais me mettre une anti-sèche quelque part, rien à foutre, hein. Le problème, c'est que le soir, je faisais ce qu'on appelle de la triche fiche de lecture. C'est-à-dire que pour tricher, je lisais le cours et je réécrivais le cours, je le mettais sur un petit papier, et puis après, ça partait dans ma trousse ou ailleurs, etc. Tout était prêt pour tricher le lendemain. Et en fait, le lendemain, en me réveillant et en étant devant ma copie, je me disais, putain, je suis trop con, bah, j'ai plus besoin de tricher parce que comme je l'ai écrit, bah, je m'en rappelle. Donc en fait, je trichais pas tant que ça. J'avais même pas l'occasion pour tricher. Non, mais c'est ça, pour tricher, je révisais. Je faisais mes anti-sèches, mais j'apprenais en même temps que j'écrivais. C'est là que j'ai appris que les fiches de lecture, c'était bah, hyper bien en fait pour apprendre. Parce que bah, plus t'écris, plus ça rentre. Et là, c'est pareil. Bah, plus tu fais des vidéos, plus t'écris, plus tu montes, plus ça rentre. Et après, tu t'en souviens, quoi. On te le dit souvent que tu as une très bonne mémoire. Moi, on me le dit souvent, ça fait partie de mes qualités. Ça dépend, j'ai une mémoire sélective. Moi, je suis capable de me rappeler de moments précis, d'anecdotes vraiment, genre très, 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 très précises, à partir de, on va dire, à partir de ma grande section de maternelle. À peu près. À peu près. Et de choses dont on m'a parlé ensuite où je revois les moments. Avant, non, évidemment. Mais par contre, c'est sélectif. C'est-à-dire que tu vas me demander est-ce que j'ai des souvenirs de mon CP, mon CE1 à part un souvenir, aucun. Aucun. Tu vas me demander des souvenirs de CE2 pratiquement toute l'année. CM1, CM2, CM1, aucun. CM2 pratiquement toute l'année. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. Bon, après, là, t'arrives au collège, donc les souvenirs normaux. Mais ouais, hein, même quand je trichais, j'avais 3 ou 4 persos en légende. Team des cancres. Ah, alors après, bon, moi, c'est que je bossais pas, hein. J'aurais pu être quelqu'un qui était à 16-17 de moyenne, hein, honnêtement. À part en maths À part en maths, parce que ça, c'était pas pour moi, et en physique-chimie. Bon, le reste, voilà. Mais j'étais à 14 de moyenne à peu près sur mes années collège. J'étais aux alentours de 14 de moyenne globale, de sixième à troisième. En fait, je bossais pas, ça me saoulait. Et au lycée, par contre, ça a bien descendu, hein. J'étais à 12, 11, 10, mais parce que je bossais encore moins. Et par contre, derrière, bah, bac avec mention, tu vois. Dès le moment où il fallait que ça compte un peu, je te sors un 15 en philo, alors que j'avais 6 toute l'année. Parce que moi, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, j'en ai rien à foutre. Parce que bah, en littérature, j'aimais bien. Derrière, à l'anglais, en espagnol, à l'écrit, je faisais des hors-sujets, j'avais pas des notes de ouf, mais par contre, tu me tapais à l'oral, ça faisait double 17. Bon, voilà, sport, j'avais 17-18, théâtre, j'avais 19. En playoff, je suis là, voilà, en gros, en playoff, je suis là. J'ai eu mon brevet avec mention bien, je crois, le bac avec mention assez bien, parce que en première, bah, les maths et la physique, chimie, SVT, ça m'a planté, hein. Et parce que l'oral de français, j'avais pas lu le livre, mais j'ai quand même réussi à avoir 12, je crois, sans avoir lu le bouquin. C'est pour vous dire vraiment à quel point je branlais rien, hein, parce que sinon je m'en sortais avec la mention bien sans trop me casser la tête. Mais par contre, dès que j'arrivais au moment où il fallait bosser un peu, bah, l'histoire, j'ai dû avoir 14-15. La philo, sans même avoir bossé toute l'année, j'ai eu, je crois, 15. Anglais à l'oral 17, en espagnol 16. À l'écrit, par contre, à l'anglais et en espagnol, j'ai merdé parce que j'ai fait des hors-sujets. Donc là, j'étais un peu dégoûté. C'était pas mon problème, c'était pas le fait de savoir parler, c'est que j'ai fait des hors-sujets. Sport, j'ai eu 17, 18, je crois 18 ou 19 au théâtre. Après le brevet, je me rappelle plus. Le brevet, je me rappelle plus. Je sais plus si j'avais passé des écrits à mon époque ou si c'était en, oui, j'avais des points d'avance ou si j'avais le nombre de points par rapport à ce que je faisais dans l'année et tout ça. Mais je sais qu'en gros, au collège, j'ai été aux alentours de peut-être 14-15 de moyenne pendant tout le collège, avec des moyennes catastrophiques en maths et en SVT. Par contre, très très bien en anglais, espagnol, français. Mais sans travailler. Sans travailler. Les fois où je bossais, c'était pour faire mes fiches de lecture pour tricher, et au final, j'avais même pas besoin de tricher.
Et au final, j'ai très très peu triché parce que bah, j'écrivais mes anti-sèches et j'apprenais en fait en les écrivant. Donc ne trichez pas, faites des fiches de lecture. Faites des fiches de lecture. C'est tellement plus simple de faire des fiches de lecture et puis d'écrire ces trucs et ces machins. Au final, vous êtes tranquille après, vraiment, hein. La philo, c'est le seul truc kiffant quand t'aimes pas l'école. Je sais pas, moi j'avais une prof qui donnait pas du tout envie. Et c'était barbant au possible. Quand j'étais en... Après, on revient sur le oufoufou, bien sûr, hein, mais quand j'étais en première, j'avais un prof de littérature qui était trop cool. Vraiment, hein. Quand je suis arrivé en terminale, j'avais un espèce de gland qui avait un potentiel accent qui chante, la machin, un truc insupportable, et il nous faisait écrire sans arrêt. Et il était là, genre, première entrée, la deuxième entrée, vous faites de troisième entrée. Et on devait lire un livre, et on passait ensuite juste 2 heures d'affilée à écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais là, genre, j'en pouvais plus, ça me cassait les couilles. J'ai eu une bonne note en littérature, hein. J'ai dû avoir 14, je crois. C'est en première où c'était pas terrible. En première, en français, j'ai eu 12 à l'écrit, 11 à l'oral. Non, on l'inverse, 11 à l'écrit, 12 à l'oral. Mais en première, pareil, je foutais rien, ça me saoulait. J'étais arrivé avec 8 points d'avance. Et comme j'ai flippé un peu d'avoir 8 points d'avance, c'est là qu'après, bon, bah l'année, j'ai pas foutu grand-chose non plus. Mais par contre, au bac, j'ai quand même pas mal bossé. Et c'est là que j'ai enchaîné, ouais, 17, 18, 15, 16, 16. Bon, à part mes deux galères, 2 hors-sujet en anglais et en espagnol, j'ai eu quasi que des bonnes notes. Mais la première, c'était pas fou, hein. C'était pas fou. J'avais 9 points d'avance, je crois, pour le bac. Quand je voyais tous les autres qui en avaient 50, j'étais là, bon, sors-toi les toits du cul, frérot, tu vois. Enfin, en avril, hein, t'as le temps. Mais j'aurais pu avoir bien plus si j'avais bossé. C'est vrai que bon, moi, j'étais pas un fou de rester le cul sur une chaise, etc., écouter quelqu'un. Et puis, ouais, c'était barbant. J'avais des profs barbants. Ma prof de philo était barbante à crever, tellement barbante que je mettais mon oreillette, j'écoutais de la musique. Elle le savait, elle le voyait, elle disait rien. J'étais au premier rang, frère. J'en avais rien à foutre. Enfin, c'était tellement chiant ce qu'elle. C'était pas intéressant. La littérature, quand tu devais lire un bouquin et les trucs où t'écrivais 1000 pages et t'étais là, genre t'y allais à reculons, c'était insupportable. Alors que mon prof de littérature en première était trop cool. En histoire, je m'en sors, je crois, avec. Il me semble que j'ai eu 14. Notre prof, elle est partie, elle n'a pas été remplacée. Pendant 4 mois, on n'avait plus histoire géo. Qu'est-ce que tu veux faire? L'autre, elle est partie, elle en avait ras le cul. Bah, tu fais plus rien à ce moment-là. En espagnol, tu avais cité Roberto de Windows Stress. Bah, le fait c'est con, hein, mais le fait de regarder du catch en anglais, et puis le fait de regarder la NBA en anglais, le fait d'écouter de la musique, de les traduire, le fait de regarder Windows Stress, et puis de m'intéresser du coup à l'Espagne. Déjà à l'époque, j'avais Alejandro Valverde, les trucs, les machins, donc j'aimais beaucoup l'espagnol. Bah ouais, ça a beaucoup aidé. Par contre, je ne parle plus un broc d'espagnol aujourd'hui. Peut-être éventuellement je peux me faire comprendre et je pense que là, depuis que je suis au collège, j'ai récupéré un minimum pour savoir me débrouiller en Espagne. Mais là où j'étais quand même en LEA, hein, j'ai fait une année de LEA, je l'ai validé mon année. Là où j'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, portugais, où normalement je devais être trilingue, hein, j'ai plus un broc d'espagnol aujourd'hui. Hein, en vrai espagnol, plus rien. Plus rien. Anglais bilingue, espagnol, zéro. Puis alors le portugais, à part dire bom dia, je me souviens plus de rien. Mais ouais, ça c'est assez terrifiant, hein. L'espagnol, quand t'arrêtes de pratiquer, après ça part très très vite. Mais ouais, non, si, voilà, morale de l'histoire, bah, faites des fiches de lecture et travaillez. Travaillez. Travaillez, c'est bien. En espérant que vous ayez des profs qui vous donnent envie de travailler aussi, parce que c'est à l'élève de s'adapter, mais à l'école, c'est sûr, ça marche un peu mieux si à un moment donné, l'école te donne envie de t'adapter, quoi. Je sais dire donde están las chicas calientes. Voilà, ça, ok. Ça veut dire où sont les filles sexy. Ça, ouais, je sais le dire. Ouais, voilà. Deuxième tour. On peut faire passer James Wesley, bien sûr. Deuxième tour, et alors là, bon bah vous le savez, en général, dans les Woufoufous, si vous êtes là évidemment, et que vous regardez un Woufoufou sur YouTube en rediffusion pour la première fois, le premier tour, c'est l'analyse, et on passe beaucoup de temps sur les personnages. Après, attention, ça va beaucoup plus vite, parce qu'on a déjà parlé des protagonistes, mais maintenant il faut faire des choix. Quels sont les meilleurs? Là, pour le coup, Vanessa Fisk, Lewis Wilson, la réponse est dans la question. Vanessa et passe évidemment un tour. Stick ou Matt Murdock? Ça, c'est beau. Le protéger contre le mentor. Ça, comme quoi, de temps en temps, on a des duels qui sont pertinents. Évidemment, Matt Murdock passe un tour. Même si Stick, il n'y aurait pas de Daredevil et il n'y aurait pas de Matt Murdock sans un Stick, hein, bien sûr. Mais là, effectivement, évidemment, point pour notre Daredevil. Maria ou Benjamin Poindexter?
Ça va pas plaire aux... Franchement, ça va... Là, on parle vraiment... Attention, hein. Si on doit parler objectivité, je le dirais, là, c'est plus du ressenti. C'est mes personnages favoris. Donc, c'est comme si je faisais une tier list où je mettais les personnages que je préfère en avant. Et là, je pense que même objectivement, je suis pas loin d'être dans le vrai. Poindexter est un excellent personnage. Mais s'il y a une raison qui me pousse à vous faire regarder Luke Cage, c'est aussi la performance d'Alfred Woodard en Maria et son interprétation, et le personnage de Maria en règle générale. Le personnage est exceptionnel. Quand je vous dis exceptionnel, c'est que le personnage vraiment, tant dans son évolution que dans son jeu et dans le côté Madone Charm de Harlem, etc., c'est vraiment un personnage qui est devenu iconique. Et moi, c'est pour ça que Luke Cage, j'aime. C'est parce qu'en fait, Luke Cage, chaque proportion en fait de personnage, enfin comment dire, chaque personnalité et chaque identité de personnage est une part de l'identité de Harlem. Quoi qu'il arrive, Cottonmouth, Maria, Shades, Misty Knight, Luke Cage, etc. Ils sont tous une part de l'identité de Harlem. Il n'y a rien, moi, qui me plaît le plus que la culture afro-américaine, la culture de Harlem, etc., la culture new-yorkaise en règle générale. Maria, c'est un symbole de ça. C'est la queen de New York et d'Harlem qui a pris la couronne et le trophée à Cottonmouth. Et il y a tellement de plans iconiques qui sont dédiés à son personnage et d'intelligence d'écriture et d'évolution même d'un point de vue, je pense, féminin. Parce qu'on en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de femmes fortes, etc. Misty, Jessica Jones, de dualité interne, etc. Mais même d'un point de vue féminin, genre dans l'iconisation de la femme par excellence, je trouve que Maria, elle est sublime. Ça a beau être une antagoniste, hein, qui passe à tabac, je crois que c'est son cousin, Cottonmouth, ou je sais plus, bon, c'est une tarée, hein, mais je trouve dans l'iconisation de la femme, genre de la Madone par excellence, vas-y, Maria, c'est trop incroyable. En termes d'écriture, hein, Maria. Et pour ça, il faut regarder Luke Cage, les gars. Il faut regarder Luke Cage. Luke Cage, c'est trop sous-coté. Mais je vais militer à gogo, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais Luke Cage, vous le savez, à chaque fois que je regarde du Marvel, j'ai toujours une pensée pour Luke Cage. Ça doit être la série que j'ai le plus rerun. Ça doit être la série que j'ai le plus regardé. Parce que, bah ouais, moi, Luke Cage, c'est vraiment la série, une des séries qui m'a fait adorer Marvel Netflix. Bon, Kilgrave ou James Wesley, j'adore Wesley, mais effectivement, Kilgrave, antagoniste phare de la première saison de Jessica Jones. Ben Urich, c'est bien pour l'instant, c'est qu'à mon avis, on va arriver. Il y aura 2-3 éliminés d'office, hein, malheureusement, au premier tour. On va arriver en quart de finale avec les principaux favoris quand même. Hein. Frank Castle contre Ben Urich, ça vote évidemment pour John Berntal, le GOAT. Fait chier ça, mais c'est pareil. Billy Rousseau, j'adore. Billy Rousseau, j'adore, mais en face, t'as Luke Cage. Et encore une fois, vas-y, mon amour que j'ai pour Luke Cage fait que je trouve le personnage plus convenu. Hein. Luke Cage, il est plus convenu que un Cottonmouth ou une Maria ou même un Shades. Mais c'est la prestance, quoi. L'attitude, la prestance, C'est pas simple de représenter une culture, j'imagine. En vrai, hein, c'est con à dire. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou pas, ou si vous avez des cultures que vous appréciez énormément et que vous trouvez toujours une personne qui est, pour vous, l'iconisation parfaite d'une culture comme ça. C'est ça qu'ils ont réussi à faire pour moi, Luke Cage, dans la série que j'adore, c'est être la retranscription de la culture d'Harlem, vraiment, mais dans ce qu'elle a de plus violent par moment, mais aussi de plus beau, tu vois. Luke Cage, il est cette iconisation-là. Moi, je suis désolé, hein. C'est pour ça que j'aime bien Luke Cage. Littéralement, des personnes chiennent que Luke est mal réalisé avec sa mise en scène découpée. J'étais pas là, moi, pour la mise en scène, la musique et la profondeur des personnages. Non, mais la mise en scène de Luke Cage, elle est très bien. Hein. La mise en scène de Luke Cage, elle est très bien. Hein. Culture mexicaine, Rodriguez. Bah, Robert Rodriguez, ouais, oui, t'aimes la culture mexicaine. Robert Rodriguez, c'est l'élite. C'est l'élite. Mais non, oui, après, c'est pas non plus. Je sais pas, moi, c'est pas la réalisation de Mister Robot, si tu pars par là, ouais, effectivement.
Mais c'est quand même bien réalisé. Il y a une super belle photographie. Je veux dire, tu parles de mise en scène, la photographie, c'est une part intégrante de la mise en scène. Je suis désolé, ça fait partie de la mise en scène. La musique, quand tu sais par exemple que dans la saison 2, il y a toute une partie de la mise en scène qui est sur du Mobb Deep, sur Shook Ones, bah ça fait partie de la mise en scène. C'est une mise en scène musicale. Bah dans ce cas-là, tu dis que t'aimes pas la mise en scène. Enfin, les gens disent qu'ils aiment pas la mise en scène, mais il y en a tous qui encensent le passage avec Mobb Deep. Ah oui, mais parce que les mecs, ils savent d'où ils viennent. Hein. Désolé, Rousseau. Ouh. Ah, on va commencer à avoir des duels de bâtards après là. Hein. Karen Page ou Wilson Fisk. Après, quand t'arrives en quart de finale, ça va, tu le vis mieux. Karen Page ou Wilson Fisk. En vrai, Fisk, hein, j'adore Karen, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Fisk, c'est l'antagoniste principal de tout ce qui est possible et imaginable. Je sais même pas si c'est un antagoniste. Le mec, il est tellement... Vincent D'Onofrio, il a fait un tel travail pour rendre finalement toute son envergure presque poétique et touchante. C'est le seul mec qui est capable de défoncer la tronche d'un mec contre une portière, mais après, en même temps, il offre des fleurs à Sago et t'es là, genre, bah ouais, t'es un bon gars. Bah ouais, bah oui, mais ça se voit que t'as un bon fond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, c'est un mafieux russe, là, c'est pas grave. Non, mais il est trop fort, Vincent D'Onofrio, dans cette configuration-là. C'est peut-être le. Après Full Metal Jacket, ou avec Full Metal Jacket, est-ce que c'est pas le plus grand rôle qu'il ait eu dans sa carrière? C'est. Enfin. No disrespect sur Karen Page, qui est un personnage extraordinaire, mais là, t'as Wilson Fisk. Et le dernier duel sera donc Amy Bendix contre Cottonmouth, pareil. J'adore Amy et j'adore son duo avec Frank Castle, mais je suis trop attaché à Cottonmouth. Vraiment. Hein. Je suis trop attaché à Cottonmouth et à Luke Cage. Quart de finale, Cottonmouth ou Matt Murdock. Bon, bah écoutez, il fallait bien qu'il y ait une fin pour Mahershala Ali. C'est la fin que Jurassic World Rebirth lui a pas donnée, hein, parce que visiblement, il est capable de survivre à des dinosaures de 15 mètres de haut. C'est pas grave, lol. Matt Murdock, évidemment, passe ce tour. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi au premier tour? Je veux Vanessa Fisk contre Maria. Les deux cultissimes. J'avais dit quoi? Les deux mamans sont là, mon pote. Voilà. Je vais t'arracher la tête. Je vais te broyer la gueule dans tous les sens. Ah? Dégage de mon environnement live. C'est là que tu vois, pour ceux qui en doutaient encore, n'empêche, les séries Marvel Netflix mettent une vitesse à tout ce que fait Disney, Star Wars y compris. Bah, tu sais, moi j'aime bien le Mandalorian, hein. Mandalorian saison 1 et 2 du côté de Star Wars. Non, puis il y a Andor. Andor, c'est du niveau des Marvel Netflix, si ce n'est au-dessus, hein, Léo. Andor, c'est très costaud, hein. T'imagines Cottonmouth face à Amy, ce serait des vibes de Tywin Arya. Ouais, je vois pas en quoi. Tywin Arya? Ouais, oui, je vois. Enfin, j'imagine. Je vois pas vraiment, mais j'imagine. Vanessa contre Maria, là par contre, c'est dur. Hein. Là, c'est très dur. Hein. Est-ce qu'il y aura au moins. Attends, on avait qui avant là? Matt Murdock. Ça veut dire que sur les prochains tours, il y a Fisk, Cage et Berntal. Oh là là. Oh là là. Allez, Maria. Pour l'évolution du personnage et pour qu'il y en ait au moins Luke Cage qui soit là. Kilgrave font Frank Castle. Bah, Castle. Et là, Wilson Fisk contre Luke Cage. Et là, bon, bah, obligé de prendre Wilson Fisk. Hein. Ce qui veut dire qu'en demi-finale, j'ai Fisk, Maria, Castle et Daredevil. C'est une très bonne demi-finale. Hein. Il manque un ou deux personnages, mais c'est cohérent pour l'instant dans les quarts de finale. Bah, frère, en vrai, on s'en sort bien. Hein. Voilà, c'est vite réglé. Bah, la finale, putain, c'est étonnant. Matt Murdock contre Frank Castle. Waouh, on s'y attendait, mais pas du tout. Vraiment, le suspense, c'est palpable. Hein. Le seul truc, c'était est-ce qu'ils vont tomber l'un contre l'autre avant? Sinon, c'était la phase finale. Non, mais voilà, bon, globalement, t'arrives sur les cadors. Là, c'est le cœur qui parle, hein, parce que les deux sont
sont extraordinaires. Moi, je pense que tu aurais pu mettre. Si, il y aurait pu y avoir d'autres finales possibles. Si eux s'affrontaient en quart, je pense que Fisk allait en finale. Il y a Murdoch, il y a Castle, il y a Fisk. Et puis après, il y a les autres. Après, il y a les autres. Et puis après, il y a encore les autres. Mais on va voir. De toute façon, on va essayer de faire. Je vais essayer de vous donner ce qu'aurait peut-être été mon top 10. Là, Matt Murdock ou Frank Castle, bon. Je vais prendre le temps de réflexion quand même parce que je sais pas pour qui je vais voter. Donc je vais terminer ce thé. Voilà, hein, j'ai réfléchi longtemps. Putain, c'est Frank Castle qui a gagné. Hasard de dingue. Hasard de dingue. Frank Castle qui gagne le. Waouh. Eh ouais. Vous vous régalez avec moi, vous en avez l'habitude. Je suis un Quelle professionnel surprise. du sexe. Alors, Vous êtes vexé. Alors, qui aurait été dans mon top 10? Wilson Fisk. Je vous donne pas de classement, hein, mais dans mon top 10, il y aurait Wilson Fisk. Ah, je peux pas. Ah non, mais alors attendez. Je vais pas le faire parce que sinon le live va couper parce que dès que j'essaie de changer de page, vous vous souvenez que le live bug. Alors, bah, il y aurait eu, ouais, le Punisher, Matt Murdock, Wilson Fisk, Maria, euh, Jessica Jones, Luke Cage, Shades. euh, Karen. Ouais, dans les principaux comme ça que je vois. Vanessa. Vanessa en 9. Et puis après le dixième Rousseau, je pense. Ouais, Billy Rousseau. Ouais. Ça ferait un top 10 qui aurait de la gueule, hein. Avec un petit peu de chaque série. J'ai cité Jessica Jones. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis inclus aussi des séries Echo, Hawkeye et Daredevil Born Again. Et puis après, je me suis rappelé que dans Echo et Hawkeye, les personnages, franchement, on s'en bat les couilles. Donc du coup, bah, il y en a deux de Born Again que j'ai mis parce que bon, Echo et Hawkeye, même l'actrice qui joue Echo, enfin même le personnage de Echo en soi, je m'en branle. Je me rappelle même plus de la série. Tout ce que je me rappelle, c'est des passages avec Fisk. Donc bon, c'était pas ça qui va me... Voilà. Et le live aura duré un petit moment, mais je pense qu'on a peut-être réussi à faire ça en 2h, 2h15, donc c'est pas trop mal. Messieurs, dames, on va se laisser là pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui plutôt, parce qu'il est que 16h30. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la critique de Prise au piège, le nouveau Darren Aronofsky, que je vais aller voir incessamment sous peu dans le week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ce live sera évidemment en rediffusion sur YouTube, normalement semaine prochaine. Des bisous!